l'évolution de la situation et aussi ces recherches historiques m'ont amené, et des rencontres et des discussions avec certaines des personnes présentes dans la salle et d'autres qui ne sont pas là, mais auxquelles je pense. Ces discussions m'ont amené à changer un peu mon fusil d'épaule et à endosser une posture beaucoup plus critique de la technologie et de certains des horizons et des discours que j'ai pu porter comme chercheur, comme militant. Et donc voilà, c'est de ça dont je suis très content de pouvoir parler avec vous ce soir. Et merci à Claire Richard d'avoir accepté d'animer la discussion. C'est un plaisir. Et alors juste, comme on commence un peu en retard, est-ce que... Ouais, de toute façon, en fait, c'est pas immense. Et donc, peut-être on peut, au lieu de garder les questions pour la fin, moi, j'ai une série de questions aussi qui visent à aussi permettre à Félix de parler un peu de ce qu'il y a dans le livre, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont pas lu. Mais peut-être qu'on peut faire des questions, enfin voilà, si vous avez des questions pendant le moment, voilà, que les questions soient maintenant et pas juste sur la fin pour que tout le monde puisse parler et que la discussion puisse aussi impliquer tout le monde. Alors, comme tu le disais, Félix, un des grands points saillants du livre et de ta démarche, c'est de faire remonter cette histoire d'Internet qu'en général, on date plutôt éventuellement des débuts de l'informatique, plutôt des années 50, au XVe siècle. Et donc tu l'ancres dans cette espèce de conceptualisation autour de la trilogie un peu État, apparition d'une sphère publique et les modes de contrôle et de réaction en fait qui se jouent entre ces deux instances, à partir donc du XVe siècle, de l'arrivée de l'imprimerie, puis la Révolution française et ensuite le bouleversement du paysage des médias au XIXe siècle, notamment avec la presse et d'autres moyens de télécommunication. Et alors, qu'est-ce que c'était l'intérêt de repasser par ce temps long, tu vois, et ces trois ruptures? En fait, l'intérêt, c'est de prendre au sérieux cette figure de l'État. Moi, quand j'ai rejoint la Quadrature du Net, je crois que c'était encore une époque où il y avait cette idée héritée des années 90 et de certains discours cyberlibertariens est encore très présent dans beaucoup de discours des personnes engagées dans l'activisme numérique, dans la défense des libertés et du potentiel et de pratiques émancipatrices associées à Internet. Cette idée qu'Internet était impossible à réguler. C'est par exemple des arguments qu'on pouvait brandir face aux premières législations en matière de blocage de sites Internet, sur l'idée que c'était de toute façon contournable et que ces projets répressifs, qui étaient de toute manière attentatoires aux libertés publiques, étaient frappés un peu du sceau de l'irréalisme technique. Et du coup, l'enjeu, c'était de replacer la focale sur l'État et du coup de faire son histoire. Et je crois que j'ai commencé ce travail en essayant d'interpréter Internet du point de vue de la théorie de l'espace public. Donc c'est le fameux ouvrage d'Habermas sur l'archéologie de l'espace public et cette idée d'un espace formé par les moyens de communication, par ces espaces de sociabilité dans lesquels circulent les idées, les opinions, circule aussi la critique du pouvoir. Lui fait donc une histoire qui commence à peu près à la même période, 15e, 16e siècle. Donc la volonté était à la fois de comprendre l'histoire croisée de l'État et des moyens de communication pour comprendre comment tout un tas de pratiques, surveillance, censure, propagande, ont été vraiment pensées au fondement de l'État moderne qui naît dans le désordre lié aux guerres de religion elles-mêmes, propulsées, nourries par la révolution technique, l'évolution technique qu'a représenté l'imprimerie et son appropriation par des groupes contestataires. Et donc, il y a une connexion directe dans ce moment de genèse entre la naissance de l'État et l'institutionnalisation des moyens, des modes de contrôle des moyens de communication. Et donc, l'enjeu, c'était de retirer ce fil historique pour aussi comprendre, parce que mine de rien, Habermas avait une lecture assez, fidèle en fait à ces théories plus normatives, mais assez l'idée d'un progrès un peu continu des libertés, des conquêtes démocratiques. Et je pense que, en fait, ce qui ressort de mon travail, la lecture de beaucoup d'historiens dont j'ai mobilisé les travaux pour essayer d'approfondir un peu cette histoire de l'espace public et de son rapport avec le pouvoir, c'est vraiment une succession d'allers-retours, d'évolutions qui ne vont pas toujours dans le même sens. La Révolution, par exemple, qui est d'abord un moment de libération de la parole, des médias extrêmement forts, puis qui voit le rétablissement de modes de contrôle
complètement hérités et calqués sur ceux de l'Ancien Régime. Enfin voilà, l'enjeu c'était de comprendre l'inertie et l'histoire longue des modes de régulation des moyens de communication, ancrés, justifiés par cette raison d'État, hein, qui naît aussi au XVIe siècle et qui, en gros, pour laquelle l'accroissement de la puissance de l'État justifie les moyens. Et donc, voilà, c'était voir aussi la confrontation du coup entre cette raison d'État et les revendications démocratiques brandies par des groupes contestataires. Et dis-moi. Non, mais d'ailleurs, tu montres bien que sur cet idéal de sphère démocratique donc théorisé par Habermas, mais même dans les textes révolutionnaires, etc. La philosophie des Lumières, en fait, c'est déjà aussi ce qu'on oublie un peu quand on se réfère à ces idéaux-là, que c'est une sphère publique restreinte déjà à des élites, à des lettrés, une sphère publique qui, en fait, est déjà réservée à ceux qui parlent bien, quoi. Donc... Exactement. Et moi, c'était quand j'ai commencé à m'intéresser à Habermas, c'est clairement dans sa théorie normative de l'espace public et de la communication, et cette idée que, en gros, c'est dans les années 80, notamment dans ses livres de l'époque où il théorise en gros les fondements de la démocratie délibérative, où des participants sur un pied d'égalité qui échangent des arguments fondés en raison, on oublie les rapports de pouvoir, les identités politiques adverses des participants, et c'est cette délibération qui va pouvoir conduire à un consensus qui lui légitimera les politiques publiques, hein. Et cette mécanique-là extrêmement fonctionnaliste en fait de l'espace public fait fi en fait des oppositions et du caractère éminemment antagoniste des rapports politiques en démocratie. Et ça, c'est des penseurs, des philosophes comme Claude Lefort, comme Chantal Mouffe, qui ont mis en exergue ce côté agonistique de la démocratie, l'irréductibilité du conflit en démocratie, et celui-ci doit aussi du coup s'exprimer dans l'espace public. L'espace public doit pouvoir accueillir ces rapports de pouvoir. Il y a moyen d'organiser effectivement leur confrontation dans cette arène médiatique, mais en fait, il m'a semblé que d'un point de vue normatif, la thèse d'Habermas pose problème, et en plus, du point de vue de la description, et là, beaucoup de travaux historiens avaient déjà, évidemment, je m'appuie sur eux, contrecarré cette thèse d'une sphère publique bourgeoise, et qui était celle des lettrés. Et il y a un autre aspect qui me semble important pour rebondir sur cet aspect démocratique de l'espace public et des médias, c'est clairement dans la philosophie des Lumières, il y a quelques pages sur les conceptions de la liberté d'expression chez des personnages comme Rousseau et d'autres penseurs très influents de l'époque. En fait, en effet, la liberté d'expression qui est défendue, c'est celle des élites éclairées, pas du tout celle du peuple. Et il y a une vraie peur du peuple, une forme d'agoraphobie chez ces élites. Et pourtant, ce peuple va surgir au moment de la Révolution pleinement sur la scène politique, revendiquer des droits. Et là, on voit l'émergence de conceptions de la liberté d'expression bien plus démocratique, libertaire, hein, qui présage d'ailleurs ce que sera la jurisprudence de la Cour suprême américaine plus d'un siècle plus tard. Et je trouvais ça important de revenir en fait sur ces débats de l'époque, parce que c'est aussi l'intérêt en fait de faire cette histoire, c'est de montrer l'inertie, je le disais tout à l'heure à propos des pratiques, mais aussi des discours et des schémas d'opposition. Et typiquement, cette peur du peuple, je trouve qu'on la retrouve aussi très largement dans le discours des élites s'agissant d'Internet et des discours sur les réseaux sociaux. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces figures qui reviennent, et la figure du discours non autorisé qui surgit, qui est de la lie discursive, quoi, comme tu cites des députés, les parlementaires. Et alors du coup, donc tu passes donc une bonne partie, la première moitié du livre, donc c'est un peu ce panorama historique qui montre quand même finalement une sorte de récupération à chaque fois par la raison d'État, par les dispositifs d'État, des nouveaux espaces discursifs ou de liberté politique qui s'ouvrent. Mais t'écris aussi que du coup l'arrivée quand même de l'informatique déstabilise pendant un moment assez fortement ces relations qui se sont établies. Alors, est-ce que tu peux, c'est un peu basique, mais est-ce que tu peux rappeler comment, quoi, et pourquoi? Alors, ce que j'essaye aussi de faire dans le livre, pas forcément de manière très explicite, mais c'est donc de refaire une histoire de l'espace public en m'appuyant beaucoup sur les travaux de Foucault sur le pouvoir, notamment sur les régimes d'économie de pouvoir. Hein. Foucault distinguait
régime de société de souveraineté associé à l'ère féodale, le régime disciplinaire lié au régime représentatif bourgeois libéral, et le régime, la société sécuritaire ou société de contrôle selon la formulation de Deleuze. On pourra revenir sur tout ça, mais et effectivement, il me semble que l'arrivée de l'informatique engage une transformation de l'économie de pouvoir associée aux moyens de communication. Et ça se présente avant tout, mais comme ça a pu être le cas par exemple pour l'imprimerie, comme une formidable subversion en fait des manières de faire qui s'étaient développées par rapport aux médias traditionnels. Alors l'exemple s'agissant de la liberté d'expression, c'est ce que des sociologues comme Dominique Cardon désignent sous le terme de désintermédiation de l'espace public, où avant l'accès à la parole publique était largement médiatisé, reposait sur des intermédiaires qui étaient les comités de rédaction, des journaux, des organes de presse et des médias traditionnels. Et ça, c'est un régime qui renvoie en fait à un régime disciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a le directeur de publication qui est juridiquement responsable des écrits des auteurs qu'il publie, etc. Et c'est à lui de faire du coup la police des discours. Et cette désintermédiation liée à Internet, le fait qu'avec un simple ordinateur personnel et une connexion Internet, on puisse débouler dans des espaces de discussion et de sociabilité en ligne et diffuser une parole sans la censure de quiconque, en tout cas en respectant certaines des règles associées à chaque espace, évidemment, mais cette désintermédiation-là fait sauter les mécanismes traditionnels sur lesquels se fondait la régulation de la liberté d'expression. Et du coup, il y a l'anonymat aussi, qui est un autre aspect, c'est-à-dire que, en tout cas, l'impression d'anonymat que recèle la communication Internet dans les années 90, où il semble quasiment impossible d'identifier les auteurs de publications. Voilà, c'est ce genre de discours-là qui font que fondamentalement, il y a des problèmes techniques à l'application des modes traditionnels de régulation de la liberté d'expression. Et après, au-delà de ça, au-delà de ces caractéristiques vraiment liées à la technologie informatique et Internet, il y a aussi l'apparition de groupes contestataires extrêmement subversifs, par exemple les hackers dès les années 80, qui du coup sont un peu les hors-la-loi de cette nouvelle frontière numérique et s'inspirent des répertoires d'action de groupes liés à la contre-culture, à la période post-68 arde, et qui veulent semer le désordre dans ces réseaux informatiques et qui équipent à ce moment-là massivement le capitalisme international, de plus en plus les États, les administrations publiques. Donc ouais, il y a ces figures un peu bravaches et contestataires qui font également peur et qui, du fait de leur supériorité technique et du manque de préparation et de maîtrise technique des États, vont avoir pendant quelques années le dessus, ou en tout cas faire très peur aux garants de l'ordre des lois. Mais alors ça, on va revenir sur cette période des débuts du web. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu, dont on a un peu... Enfin, moi, je suis dans les années 80, que j'avais oublié. Mais c'est vraiment ce moment aussi où l'informatique, en fait, il y a une très très forte réaction, quoi. C'est-à-dire que quand on voit l'ubiquité, évidemment, de tous les dispositifs informatiques dans nos vies, etc. En plus, moi, j'ai un Apple, donc voilà. Mais il y a tout ce moment très fort dans les années 60-70 où il y a toute une technocritique très puissante qui se développe, où il y a vraiment cette idée qui a été analysée aussi par Fred Turner, enfin qui a été, dans l'exemple américain, très analysée par l'historien Fred Turner, de tout ce moment où la contre-culture, une grande partie, est complètement opposée à l'informatique comme dispositif de contrôle, de rationalisation des vies, etc. Et est-ce que tu peux rappeler un peu quels sont les points à ce moment-là de cette technocritique? Parce que ce qui est frappant, et tu le dis aussi en conclusion, c'est que... En tout cas, c'est ce que tu dis dans ta conclusion, c'est qu'il y a plein d'éléments, en fait, de choses qui sont pointées à cette époque-là, qui finalement n'ont pas tant avancé, et des éléments de critique qu'on trouve. Tu parles d'une revue, notamment, ouais. Process World, je crois. Ouais, qu'on pourrait reprendre. Ouais, en fait, c'est une des choses frappantes. Moi, en faisant justement l'inertie des discours, le fait qu'il y ait des situations qui se reproduisent à travers l'histoire dans des termes tellement proches que ça me conduit vraiment à se dire que la représentation traditionnelle de l'histoire comme une flèche droite du passé vers le futur, et on se situe quelque part sur cette droite,
c'est sans doute pas la meilleure des représentations. Et c'est Latour qui, je crois, c'est dans Nous n'avons jamais été modernes, qui a cette image au début d'une spirale en fait. Et donc selon où tu te situes sur les boucles de cette spirale, et ben en fait tu as des situations qui temporellement sont très éloignées, mais qui dans la configuration politique, disons, sont très proches. Et je crois qu'on est dans une période qui ressemble, bon là c'est une histoire relativement récente, une période historique récente, mais que l'état des forces et du débat ressemble beaucoup aux années 70, qu'on assiste à un retour de la technocritique dans les discours intellectuels et militants. Et moi, ça a été aussi une découverte assez forte que de me rendre compte de la puissance, déjà à un moment où les utopies qui m'avaient nourri et poussé à travailler sur ces questions, à m'engager sur ces questions, je commençais à sérieusement les mettre à distance, mais me rendre compte que dans les années 60-70, une critique aussi forte, aussi nourrie par tout un tas de pratiques militantes, de discours, qu'elle a été un peu oubliée, passée aux poubelles de l'histoire. Ça m'a surpris et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut en effet mettre en exergue. Alors, le type de technocritique, mais il y a Philippe Aigrin qui pourrait nous en parler mieux que moi, parce que, moi, il y a un chapitre de Célia Isoard, qui est une philosophe et historienne, dans un livre collectif qui s'appelle Les Ludites en France, qui revient sur le Clodo, qui était ce groupe entre 80 et 86 dans la région de Toulouse, où c'était des incendiaires, saboteurs, qui mettaient à feu des installations informatiques, des bandes magnétiques, en pénétrant dans les locaux des boîtes d'informatique de la région de Toulouse. Ils réunissaient les bandes, les magnétos, les ordinateurs qu'ils trouvaient, et ils mettaient le feu à tout ce matériel. Un de leurs gros coup, c'était la préfecture, le centre informatique de la préfecture de Haute-Garonne. Et eux se présentent comme des informaticiens. Il y a un côté hacker, moi je dirais presque, puisqu'ils pénètrent surrepticement dans les installations et se revendiquent donc comme des professionnels de l'informatique. Et ils expliquent en effet qu'on pourrait penser à des machines alternatives, mais que dans un monde saturé de rapports de domination, l'ordinateur sera un outil de plus entre les mains des dominants. Et avant eux, alors moi c'est un truc dont je me suis rendu compte tout récemment, c'est que en fait on parle beaucoup du Clodo depuis les travaux de Célia Isoard, c'est un groupe dont on parle un petit peu. Surtout qu'il y a un truc un peu de mystère puisqu'ils n'ont jamais été retrouvés. La police expliquait que c'était aux boîtes de sécuriser leurs locaux, qu'il n'y avait pas mort d'homme. Enfin, en plus, un traitement policier de ces actions de sabotage extrêmement, surprenamment soft, dans la mesure où des actions de ce type aujourd'hui seraient tout de suite labellisées comme relevant d'une violence politique de terroriste, je pense. On pourrait revenir sur ces enjeux plus actuels, mais oui, ils sont désignés par les médias comme des lanceurs d'alerte, donc une acceptabilité sociale de ces actions assez musclées qui est tout à fait saisissante et qui s'interprète en fait, je pense, lorsqu'on recadre dans une période de 15-20 ans, où en fait de nombreux groupes d'action directe à travers l'Amérique du Nord, en Europe, prennent l'informatique comme une cible en fait. Et ça, c'est des choses il y a un terrain historiographique immense à mener, puisque moi j'ai trouvé ce printemps, quand j'étais en train de boucler le manuscrit, des traces dans une thèse d'un docteur américain en sciences d'administration de la sécurité, où il revient un petit peu sur les formes de sabotage et d'intrusion informatique. Et en fait, il y a des dizaines de cas où des groupes, du coup j'en ai introduit une extrémiste certains pour illustrer ces types d'actions, mais qui pénètrent dans les locaux d'entreprises liées au complexe militaro-industriel américain, mettent le feu aux machines. C'est le cas en Allemagne où des centres informatiques de l'OTAN sont détruits. Enfin, il y a vraiment des dizaines d'actions de ce type. Ça, c'est dans les années 80. C'est jusqu'à la fin des années 60, d'abord aux États-Unis, et en Europe plutôt années 70, fin des années 70. En Italie aussi, les brigades rouges s'y mettent assez fort. Et en France, c'est plus le Clodo. Enfin, il y a des actions directes aussi, avaient mené quelques actions de ce type. Ouais. 79 jusqu'à, je crois que leurs derniers attentats, c'est 83, 84, quoi. Et donc voilà, ça c'est des engagements technocritiques assez radicaux. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres formes de critique de l'informatique. Évidemment, en France, pour prendre cet exemple-là, les controverses autour du fichage
le projet de loi Safari, le projet Safari, qui est un projet de mise en fiche du ministère de l'Intérieur, qui est révélé par Philippe Boucher, journaliste au Monde, en 1974. A priori, il a été tuyauté par un informaticien qui travaillait sur le sujet. En tout cas, c'est ce que raconte Louis Joinnet dans ses mémoires, qui était le premier président de la CNIL. Donc, un lanceur d'alerte informaticien, ça rappelle des choses. Une controverse immense qui s'ensuit. Et en fait, c'est un contexte où la critique de l'informatique est telle que des élites de par le monde et des organismes internationaux tels que le Conseil de l'Europe, l'ONU, souligne l'importance de légiférer en matière de protection de la vie privée face à cette machine informatique. Et on présente souvent la loi informatique et liberté en France comme une loi pionnière. En fait, elle s'inscrit dans un mouvement international qui n'avait pas du tout attendu la France pour se concrétiser. Et en France, donc, il y a le scandale Safari, il y a des scandales autour des premiers types de fichage en matière de politique sociale, en matière des élèves à l'école également, qui mènent à la mobilisation de travailleurs sociaux, d'enseignants. Il y a aussi des grèves, donc quand le secteur tertiaire s'informatise, que ces machines informatiques transforment les relations de production, les relations au sein des administrations, les banques, les assurances, les agences de voyage, la presse, les administrations publiques, des gens qui se mettent en grève pour résister à l'informatisation de leur métier. Il y a aussi des groupes comme ceux auxquels participait Philippe Aigrin, autour des radios libres et de la revue Interférence, qui nourrissent une critique intellectuelle militante de l'informatique comme arme au service des puissants, des policiers, des armées. Et voilà. Et toute cette technocritique crée un contexte qui mène à une forme de compromis dont je parle un petit peu entre la nécessité d'informatiser les sociétés. On a une période aussi de ralentissement de la croissance, même de crise économique très forte. C'est la fin des 30 Glorieuses. La machine informatique apparaît comme l'outil de relance de l'économie post-industrielle qui est vantée dans les écrits de nombreux sociologues en vue à l'époque. Donc l'informatisation doit se faire, c'est un enjeu stratégique. Et en même temps, on est face à des élites qui sont, pour certaines, qui ont connu la guerre et la résistance, et pour un grand nombre d'entre elles à l'époque, et qui, du coup, il me semble, sont relativement sensibles en fait à ces critiques et les prennent en compte, les incorporent dans leur propre discours. Et donc, ça amène à cette idée qu'à travers le droit, on va pouvoir, notamment à travers le droit de la protection des données personnelles, juguler les aspects, les phases de ces technologies. Oui, mais justement, c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer du coup comment on passe de ce contexte majoritairement critique à une acceptation, donc effectivement par l'encadrement de la collecte de données, et aussi par, en fait, ce que tu viens d'évoquer, mais parce que moi je connaissais pas non plus la Cold War Left, en fait, cette espèce de mise au travail des sciences humaines au service de cette conciliation entre l'informatique, l'ordinateur et certaines idées critiques quand même venues de la période précédente. Et donc, voilà, comment on construit le consensus qui fait que l'informatique va devenir acceptable et qu'il y a une pacification autour de ça. Alors, la Cold War Left dont tu parles, donc c'est la gauche de guerre froide, c'est une expression que je reprends de Richard Barbrook, qui est un théoricien, militant, professeur britannique, et qui a un livre excellent qui s'appelle Imaginary Futures, qui n'a pas été traduit et qui mériterait de l'être, où il raconte un peu, je crois qu'il raconte au début avoir assisté à l'exposition universelle de New York dans les années 60, alors que ses parents vivent aux États-Unis. Et il raconte les grands mythes technologiques, c'est la communication à distance, c'est la télépathie, c'est les voyages interstellaires, c'est l'énergie nucléaire abondante et des choses comme ça. Il dit, mais comment ça se fait que 50 ans plus tard, on en soit encore au même point? Et il revient du coup sur ce mouvement intellectuel des anciens marxistes repentis, marxistes américains, qui dans le cadre de la guerre froide vont être cooptés par l'appareil militaro-industriel et le renseignement américain, allègrement financés dans leurs projets de recherche. Et dans leurs écrits, alors c'est Daniel Bell, c'est Ithiel de Solapoul, que connaît bien Dominique, présent dans la salle, qui vont du coup incarner une forme de réformisme progressiste. Il y a là encore des parallèles très clairs à faire avec
certaines configurations politiques actuelles, avec cette idée que l'informatique, en fait, c'est la machine qui va permettre aux sociétés de masse modernes d'être à la fois gouvernables, bien ordonnées, de générer de la richesse et donc de pouvoir la redistribuer. Et enfin, voilà, c'est des gens très influents dans les administrations Kennedy et Johnson, par exemple, et qui présentent vraiment l'informatique comme un outil de réforme, de reconfiguration de la société, et qui cherche à battre en brèche, en tout cas qui est forcé de se positionner par rapport à cette critique quant aux utilisations policières de cette machine informatique. Et eux cherchent à montrer une troisième voie, croissance économique, respect des libertés, on sera mieux équipé en tant qu'individu pour s'orienter dans ce monde très complexe des sociétés de masse. Et il y a enfin, à mon sens, ça, Barbouc n'en parle pas, mais une traduction française assez claire de ce courant-là. C'est le rapport Noraminck, très connu, en 1978, sur l'informatisation de la société, où lui aussi vraiment part du principe que l'informatique est une machine fondamentale pour l'économie, pour le fonctionnement de la société moderne, et qui en même temps tente d'en faire la base d'un nouveau compromis par rapport justement au discours technocritique, au mouvement des radios libres qui critiquait l'information très top-down et les formes de hiérarchie associées à l'écosystème médiatique très régulé de l'époque. Donc en plein mouvement des radios libres. Et je peux citer un paragraphe qui illustre bien un petit peu les fondements de ce compromis. Dans le rapport, donc, il parle de provoquer et escompter une double évolution, celle d'un État qui organiserait son propre dessaisissement, celle d'une société civile prenant en charge des besoins satisfaits jusqu'à présent par la puissance publique. Donc voilà, il y a une forme de donner de la liberté à la société civile pour s'organiser. Il n'y a pas de spontanéité sans régulation, pas de régulation sans hiérarchisation. L'autogestion, si elle se veut autosuffisance, restera une contre-société marginale. Donc là, c'est une réponse un peu à tous les mouvements contre-culturels de l'époque. Pour contribuer à transformer la société globale, elle doit accepter la stratégie de l'insertion. Donc on essaye de ramener les hippies, les rebelles post-68 dans le giron de l'État. Socialiser l'information, c'est donc mettre en place les mécanismes par lesquels se gèrent et s'harmonisent les contraintes et les libertés. Le projet régalien et les aspirations des groupes autonomes. C'est favoriser la mise en forme des données à partir desquelles la stratégie du centre et les désirs de la périphérie peuvent trouver un accord. Celui par lequel la société et l'État non seulement se supportent, mais se fabriquent réciproquement. Et donc il y a vraiment cette idée d'une forme de décentralisation des flux d'informations permise par l'informatique qui commence tout juste à devenir personnelle et mise en réseau. Et donc c'est ce nouveau compromis entre les rebelles post-68 art et l'État qui se dessine dans ce rapport. Et donc tu m'interrogeais sur le retournement de l'opinion publique. Je pense que ça joue un rôle assez important. Et en fait, il y a une autre évolution technologique, celle-là, qui joue un rôle fondamental. Et elle est préparée par ce qu'analyse très bien Fred Turner dans ses travaux, par des hippies technophiles qui vont tenter, à partir des années 60, de faire de l'informatique une machine personnelle au service de l'émancipation individuelle. Et tu dis ce qu'elle est toujours, on pourra y revenir. Et donc cette machine qui arrive enfin dans les foyers, l'informatique personnelle, en plus en réseau. Les premiers réseaux tels que le Minitel en France voient le jour au tout début des années 80, enfin même 1980. Et donc c'est vraiment alors que l'informatique incarnait la grande machine bureaucratique au service des grandes bureaucraties, et donc elle était associée à l'ordre technocratique, elle devient un outil individuel d'émancipation, de mise en lien, de communication, qui permettant des formes d'organisation nouvelles. Et cette évolution technologique, qui participe sans doute d'un premier retournement de l'opinion, est aussi accompagnée par les premières expériences militantes de l'utilisation de ces technologies, et du coup des imaginaires plus contestataires qui vont se greffer à ce nouveau paradigme technologique. Mais alors ça, justement, moi j'ai trouvé ça parce que donc il y a tout ce moment où tu décris l'espèce de résurgence dans ce truc un peu par vague en fait que tu dessines, quoi, de ouverture de nouvelles possibilités pour les libertés publiques, d'espace public et répression, quoi, encadrement, répression, donc de l'espace du web militant entre autres. Et c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant parce que tu parles pas mal, donc tu parles quand même surtout du cas américain, états-unien et du cas français.
et donc de cet écosystème militant français qui est mal, sauf par les acteurs, et je sais qu'il y en a dans cette salle, mais c'est pas une mémoire qui est très mise en avant, qui est très connue hors des cercles militants en France. Ces sites-là, les espaces que ça représentait, ce que ça a pu permettre. Donc est-ce que tu peux faire un petit panorama? Et j'ai deux questions subsidiaires, comme ça tu peux faire un long... Alors, est-ce qu'on peut parler de victoire ensuite, remportée par ces espaces militants? Alors, je sais que du coup, il faut définir son temps par victoire, tu vois, mais qu'est-ce que ces pratiques-là, elles peuvent? Et un autre point qui m'intéressait aussi, c'est la différence avec l'imaginaire du web des 90s américains, quoi, dont on sait qu'il est, à quel point il est inspiré par les communes américaines, etc. Et il y a ce texte fondateur que tu rappelles de la déclaration d'indépendance du cyberespace de 1996, où John Perry Barlow, qui est un ancien, qui a été beaucoup investi qui est un ancien hippie, un ancien parolier du Grateful Dead. Voilà, c'est ça le lien avec les Grateful Dead, et qui, alors qu'il se trouve, pendant qu'il assiste à un forum économique à Davos, écrit cette fameuse déclaration d'indépendance du cyberespace, et qui a été très fondatrice dans un certain imaginaire. Et moi, ce que je ne savais pas, c'est que du coup, tu dis à ce moment-là que les pionniers de l'Internet européens sont déjà très sceptiques, en fait, même au moment de la publication. Et ce qui me pose la question d'une troisième partie de cette longue question, je le reconnais, est-ce que du coup, cet imaginaire utopique, déjà à l'époque, en France, il est différent européen, tu vois, est-ce qu'il est différent de l'imaginaire américain? Et est-ce que c'est parce que il serait peut-être plus en lien avec des mouvements politiques de terrain, par exemple le réseau des squats en Italie, les mouvements autonomes, voilà. Je serais très curieux d'avoir des avis informés dans la salle, donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre la discussion. Un des enjeux dans mon travail, c'était aussi de comprendre l'histoire du mouvement dans lequel je m'inscrivais, d'associations comme la Quadrature du Net. Du coup, effectivement, j'ai essayé, parce que cette histoire, elle est assez connue, l'historiographie dominante, elle est américaine. Il y a une vraie nécessité de diversifier cette historiographie. C'est un travail qui est fait par des gens comme Valérie Schaffer, Benjamin, Thierry, qui est présent dans la salle, et d'autres historiens de l'informatique, pour montrer les diversités des trajectoires selon les contextes culturels, nationaux, etc. Et il y a aussi une nécessité, du coup, de diversifier l'histoire de l'activisme numérique, des hackers, des groupes comme l'Electronic Frontier Foundation, dont John Perry Barlow est l'un des fondateurs, pour montrer effectivement la diversité des trajectoires. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est essayer d'être attentif à des sources qui pouvaient exister sur la scène européenne, des entretiens aussi avec des acteurs français de l'époque, et notamment des gens comme Philippe, comme Laurent Chemla, comme Benjamin Bayard et d'autres. Puis c'est un travail qui a été poursuivi et fait aussi par des collègues. J'ai réalisé des entretiens avec Dominique Trudel. Il y a Patrick Pétain aussi qui a fait un gros travail d'entretien avec les acteurs de l'époque. Et ce qui frappe, c'est en effet, donc en gros, si on résume à de très grands traits la trajectoire du cas français, c'est beaucoup de passionnés de l'informatique qui découvrent les réseaux et Usenet notamment dans les années 80, qui se font très vite une idée politique de cet outil et de ses potentialités, et qui, lorsqu'Internet arrive et commence à se démocratiser au milieu des années 90, vont participer à équiper des mouvements sociaux. Notamment, un épisode extrêmement important à cet égard, c'est la grève massive des mois de novembre et décembre 1995, quand l'opposition au plan de réforme des retraites du gouvernement d'Alain Juppé à l'époque, où les moyens de communication, les postes sont pas mal entravés, et Laurent Chemla, Stéphane Bortsmeyer se retrouvent à récupérer un vieil ordinateur mis au rebut par le syndicat Sud Rail, je crois, ou Poste Télécom, et le baptise Emiliano en hommage à Zapata, et c'est lui qui va héberger les premières mailing lists, premiers comptes mail, et bientôt les premiers sites web de nombreux mouvements sociaux de l'époque, et ça va des syndicats, des groupes antiracistes, féministes, de soutien aux précaires. Enfin, c'est très 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 large. C'est notamment, ça se traduit par la création de l'association RAS à l'époque, et qui est vraiment pensé comme un fournisseur d'hébergement pour les mouvements sociaux. Et ce qui est extrêmement intéressant, parce que c'est ce que m'ont expliqué
des gens comme Laurent Chemla, c'est que ça sert à politiser les informaticiens davantage, de les mettre en lien avec le mouvement social. En même temps, ça aide les mouvements sociaux plus traditionnels à s'acculturer au numérique et à ces nouvelles machines et à ces potentialités. Et ces croisements et ces hybridations vont jouer un rôle assez fort dans la mouvance altermondialiste, qui est l'une des premières à expérimenter un peu à grande échelle les potentialités nouvelles en termes d'organisation, de coordination, multi-échelle, que recèle l'outil Internet. Et c'est des mouvements et des croisements qu'on voit aussi dans d'autres contextes nationaux. En Italie, tu parlais des squats, et effectivement, il y a des travaux assez intéressants sur les hack labs de l'époque, et qui sont, par exemple, en Italie, très liés effectivement au mouvement des squats, au mouvement autonomiste, où on récupère des vieux ordinateurs. Et ce qui est vraiment central à l'époque, je crois, et il me semble aussi qu'il y a eu un peu un divorce à cet égard, c'est l'imbrication très forte en fait des mouvements sociaux plus traditionnels avec ces premiers activistes du numérique. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être un trait distinctif de la scène européenne en la matière. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, par rapport à la déclaration de John Perry Barlow, très vite, ces gens-là qui sont déjà en fait engagés, au-delà de ces expérimentations militantes, il y a déjà des batailles défensives menées contre des projets de loi réglementaires visant à instaurer des formes de censure administrative sur Internet, ou aux formes de marchandisation de cet espace à mesure qu'arrivent les premiers acteurs commerciaux, la publicité, etc. Et donc les Européens, et je pense à des gens réunis autour de la mailing list NetTime par exemple, mais c'est le cas aussi de gens en France, moins liés à cette mailing list assez importante dans d'autres pays européens, qui critiquent Barlow en disant que c'est un discours cyberlibertarien qui est très en phase aussi avec la nouvelle droite américaine de l'époque et les républicains et leur agenda politique néolibéral forcené. Et c'est très clair en fait chez les acteurs de l'époque qu'il y a une association entre cyberlibertariens et ces mouvements politiques, et que en fait des gens comme Barlow et les gens qui traînent autour de l'Electronic Frontier Foundation sont aussi complices de cette récupération du net et de ces pionniers par des gens conservateurs et dont les programmes aboutissent à des vrais reculs en matière de droits sociaux. Donc c'est un peu je pense que c'est un peu le fondement de la critique qui est lancée à l'époque. Il y a un autre aspect, là c'est plus lié au cas français, c'est vraiment autour de l'enjeu de la liberté d'expression, et c'est la posture très libertarienne. Les États n'ont rien à faire sur Internet, qui est battue en brèche, notamment dans le cas français, que la première association de défense des libertés publiques en France s'appelle l'Association des utilisateurs d'Internet, fondée en 96 par notamment Bortsmeyer, Chemla, Myriam Marzouki, qui est une chercheuse au CNRS, et d'autres, et qui s'engage en 96 contre l'amendement Fillon, qui est présenté en marge, comme amendement en cours de séance. Il est présenté par le gouvernement, représenté par François Fillon à l'époque, ministre des Sports et des Télécoms, je crois. Et en fait, ça vise à instaurer un régime de censure administrative sur Internet. Et ça aboutit à la mobilisation de la UI, qui travaille avec l'opposition parlementaire à l'époque, participe à la rédaction d'une saisine du Conseil constitutionnel, et qui se solde en fait par une victoire, puisque l'amendement est repoussé par le Conseil constitutionnel, qui estime que les garanties en termes de liberté publique sont pas présentes dans la loi et qu'elle est donc inconstitutionnelle. Et tout ça pour dire que chez les pionniers français de l'Internet, il y a l'idée d'une protection judiciaire de la liberté d'expression qui est extrêmement forte. C'est la raison pour laquelle on refuse cette censure administrative. Et ça, c'est encore des débats et des positions qu'on a aujourd'hui. Et dans cet attachement à la protection judiciaire de la liberté d'expression, il y a un attachement à la loi républicaine, et notamment en l'espèce à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui est vraiment le symbole en fait de la fin de la censure préventive, d'un régime de protection judiciaire de la liberté d'expression, et qui est de ce point de vue-là une loi libérale au sens politique du terme, même si elle a aussi de nombreuses limites. Mais c'est notamment Nicolas Auret, un sociologue qui a beaucoup travaillé sur les mouvements hackers et sur ces pionniers de l'Internet français, qui souligne dans un article sur les lois de l'Olympe la différence de posture et de positionnement entre les pionniers français et leurs homologues cyberlibertariens américains. Ok. Et ensuite, je compresse un peu mes questions pour qu'on ait du temps pour discuter, mais j'en ai encore plein. Du coup, en fait, la troisième partie, je pense, je crois que c'est la troisième, s'appelle la
Reféodalisation de cet espace. Donc, est-ce que tu peux dire ce que tu entends par là et voilà, comment ça se... En fait, c'est un clin d'œil à ce terme de reféodalisation au travail d'Habermas. Il lui emploie ce terme pour évoquer une sphère publique qui n'est pas encore indépendante, dans sa critique du pouvoir, qui est complètement vassalisée par le pouvoir royal et où la critique du pouvoir ne peut pas voir le jour. Et en fait, ce processus de reféodalisation traduit à la fois un recul des libertés publiques dans les projets de loi et les modes de régulation de cet espace public en matière de politique de censure, de surveillance et notamment le recul de la protection judiciaire de la liberté d'expression sur Internet, par exemple. Donc un recul des libertés publiques. L'apparition aussi d'un oligopole du numérique, ce qu'on désigne en France sous le terme GAFAM, mais qui renvoie en fait à une reconcentration très forte de l'économie politique d'Internet et de ces puits à données qui sont autant de points de contrôle pour les États qui découle d'un phénomène économique, de modèles économiques qui se développent notamment autour de la publicité ciblée, qui vont permettre de financer ces infrastructures gigantesques, qui sont donc autant de points de contrôle pour les États. Mais voilà, ce terme de reféodalisation est un clin d'œil à Habermas pour pointer le recul en fait des conditions d'un espace public démocratique sur Internet dans cette configuration dominée par un nombre très restreint d'intermédiaires techniques qui centralisent une grande part des communications en ligne et des politiques répressives des États qui là encore, enfin, je l'ai dit, mais s'accompagnent d'un recul grave des libertés publiques. Et je me demandais, est-ce que aussi il y a une... Donc je passe pour les détails, mais sur justement toutes les lois, les batailles juridiques, etc., qui mènent à, qui font ce recul des libertés publiques. On pourra y revenir dans les questions si vous voulez. Mais est-ce qu'il y a une spécificité française dans l'approche de la régulation des contenus et de la répression de la sphère publique par rapport au cas américain? Parce que tu mentionnes aussi, ça j'avais déjà entendu, j'avais oublié que en France, par exemple, la sphère des hackers, elle a été infiltrée par la DST très très tôt. Et que ça explique aussi une sorte de spécificité française peut-être de l'évolution de ce milieu-là. Donc est-ce qu'il y a, par rapport au cas américain... Dans les politiques de régulation à proprement parler, alors par rapport au cas américain, il y aurait évidemment des distinctions à faire, ne serait-ce que par la jurisprudence très protectrice de la liberté d'expression là-bas, le fait qu'ils n'ont jamais imposé à leurs opérateurs des lois telles que la conservation généralisée des données, qui s'est répandue en Europe à partir de 2001. Mais encore une fois, ça n'obère pas nécessairement les capacités répressives des garants de la police de l'espace public en la matière. Simplement, ils avaient des contraintes constitutionnelles peut-être plus fortes et ça aboutit à des stratégies un peu différentes. En fait, dans le livre, je n'essaie pas tant d'analyser les différences et de mettre en exergue ces différences parce que je crois qu'elles sont intéressantes à analyser, mais il me semble que dans la forme État et dans cette longue histoire, il y a quelque chose d'assez commun en fait à ces différents régimes politiques. Et ce que je cherche à mettre en exergue, c'est plutôt les points communs, en fait, les circulations de schémas, de discours et de politiques très similaires à travers les pays. Et en fait, encore ces dernières années, si on prend l'enjeu de la régulation des discours sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook et d'autres, par rapport à l'enjeu notamment de la propagande terroriste, on observe des pressions et des discours et des politiques extrêmement similaires et qui semblent parfaitement coordonnées de la part de pays comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc il y a sans doute des différences, mais il me semble que la trajectoire générale est relativement homogène à travers ce champ, ces régimes politiques représentatifs qui sont censés incarner la démocratie à travers le monde. Ils sont présentés comme des modèles démocratiques, en tout cas. Sur la question de, en gros, la surveillance et la captation des données par les acteurs privés, les GAFA, pour aller vite, on entend beaucoup du côté des chercheurs, du côté des députés américains, par exemple, un appel à la régulation publique, le fait que l'État intervienne, qu'on revienne. Par exemple, là, récemment,
j'ai fait un article sur l'histoire du Minitel vue par les chercheurs et il y a une espèce de réhabilitation du Minitel aussi comme d'un endroit où du coup il y avait une forme de bien public qui était maintenu puisqu'il y avait une intervention, comment dire, un contrôle étatique fort. Mais toi, du coup, tu es hyper sceptique sur la capacité d'intervention de l'État, puisque tu dis qu'en fait, en vrai, ce à quoi on assiste, là, les apparentes oppositions, c'est un processus d'alignement et Ouais, absolument. Alors d'abord, je pense que, c'est toute une partie du travail de nombreux chercheurs, de nombreux militants, que de montrer qu'en fait, on pourrait construire des politiques et des formes de régulation d'Internet qui soient plus conformes aux valeurs démocratiques, à l'idée d'une sphère publique autonome et pas soumise au pouvoir de ces grands acteurs économiques et des États qui s'associent à eux, en effet. Je sais pas, sur des sujets tels que le logiciel libre dans les administrations publiques ou dans l'éducation nationale, que ce soit sur comment lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et les effets de réseau et les effets pervers qu'ils génèrent justement dans l'économie politique d'Internet et de la communication en ligne. Il y a des solutions. On pourrait adopter des projets de loi protecteurs des libertés, protecteurs des lanceurs d'alerte, favorisant la transparence. Mais il me semble que malgré les efforts conjugués de nombreux acteurs pour promouvoir ces projets, qui sont sans cesse défaits en fait, ou vidés de leur substance, ou on pourra en discuter, mais non. Enfin, il me semble que globalement, sur la balance, ces projets alternatifs ne pèsent pas lourd et sont généralement défaits. Donc tout ça pour dire que je pense qu'il y aurait vraiment moyen de construire des politiques publiques vis-à-vis du numérique et de l'informatique qui mènent vers une voie différente. Mais le contexte politique semble pas vraiment favorable et effectivement il y a quelque chose d'assez qui m'agace personnellement un petit peu dans le débat public autour de ces enjeux ces dernières années, c'est la mise en scène en fait de l'opposition entre les États, les gouvernements et ces grands acteurs économiques américains pour la plupart. Où depuis Snowden, en fait, au lendemain de Snowden, il y a cette fameuse slide du programme PRISM qui montre la collaboration, enfin en tout cas le rôle joué par ces entreprises dans les programmes de surveillance de la NSA. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on voit les dates auxquelles Yahoo, Microsoft, Apple, Google, Facebook et compagnie ont rejoint le programme PRISM. Du coup, s'ensuit une vraie controverse et une communication de crise qui s'engage du côté de ces acteurs économiques pour se dissocier de l'appareil sécuritaire américain, jurer qu'elles s'en tiennent aux droits existants. On monte des lobbies à Washington, on déploie des nouvelles solutions de chiffrement sur leurs infrastructures. On se demande pourquoi ça n'avait pas été fait avant, d'ailleurs. Et donc, vraiment une mise en scène, en fait, de cette résistance de ces grands acteurs économiques aux appareils sécuritaires des gouvernements. Le climat a vraiment complètement changé, à mon sens, à partir de 2014-2015, avec la nouvelle flambée antiterroriste et la pression mise par les États, j'en parlais à l'instant, notamment en matière de censure de la propagande terroriste, mais pas seulement, et qui aboutit, en France par exemple, Bernard Cazeneuve voyage en février 2015 dans la Silicon Valley, rencontre Google et d'autres acteurs pour les appeler à davantage collaborer dans la censure de la propagande terroriste. Il y a un groupe de contact qui est créé en mai 2015 entre le ministère de l'Intérieur français et ses acteurs et qui permet justement de former les enquêteurs et les services français aux vicissitudes du droit américain pour permettre d'augmenter le nombre de requêtes de données sur les utilisateurs de ces entreprises, le nombre de données donc transmises aux autorités publiques françaises. Enfin voilà, tout un tas de rapprochements et de dialogues qui passent souvent par la mise en scène d'une confrontation, les États qui pointent du doigt sur la table, pointent les responsabilités de ces acteurs, etc. Mais en fait, en coulisses, on pourrait aussi parler, par exemple, de la circulation des personnels de hauts fonctionnaires qui vont travailler pour ces grandes boîtes, et inversement, il y a des études d'un projet américain qui s'appelle le Google Transparency Project et qui montre vraiment ce phénomène de revolving door entre Google et les administrations publiques françaises et européennes. Et je crois que ces interdépendances croissantes, alors juste pour finir sur la propagande terroriste, là les pressions des États, on rejoint aussi les contraintes commerciales auxquelles sont soumises ces entreprises, et notamment en 2017, période très importante dans cette séquence où les États appellent les entreprises à embaucher
des personnes dans des pays à bas salaire qui travaillent dans des conditions extrêmement précaires pour modérer et filtrer les contenus sur ces plateformes, les tâcherons du clic de ces plateformes qui sont embauchées par milliers à l'époque. Des gros investissements qui sont faits aussi pour développer des outils fondés sur l'intelligence artificielle capables d'automatiser la détection et le retrait de contenu, d'abord et avant tout à l'époque la propagande terroriste. Donc des vrais efforts qui sont faits de ce point de vue-là. Et ça coïncide en plus avec, donc 2017, ce qu'on a appelé l'adpocalypse comme advertising, où des gros annonceurs publicitaires sur YouTube voient leur publicité figurer sur des vidéos de propagande terroriste. Et donc pointent du doigt Google pour son incapacité à protéger leur image de marque et à savoir les types de contenus auxquels sont associés leurs marques. Donc une incitation commerciale très forte, ça a coûté apparemment de nombreux millions de dollars de chiffre d'affaires à Google, qui a dû du coup, là encore, rassurer et mettre en place des nouveaux outils pour permettre d'éviter ce genre de dérive. Tout ça pour dire que les contraintes commerciales coïncidaient avec les contraintes réglementaires qui pesaient à l'époque sur ces acteurs. Mais ces interdépendances, du point de vue des États, du coup, l'intérêt, c'est vraiment, dans ces politiques, c'est au lieu d'avoir à dépenser de l'argent et de l'argent public pour donner à la justice les moyens de faire son travail, d'examiner les abus de liberté d'expression qui se font jour sur Internet, la stratégie qui est poursuivie depuis les années 90 en réalité et qui se matérialise seulement ces dernières années, c'est bien de confier à ces acteurs privés le soin de faire la police de la liberté d'expression sur la plateforme à travers ces assemblages homme-machine qui se sont mis en place ces dernières années. Et c'est très clair sur tout un tas de sujets. Et en fait, c'est des dispositifs qui ont été institués en matière de censure pour la propagande antiterroriste. On en parle là en France avec la proposition de loi sur les discours de haine, un terme beaucoup plus large et qui recouvre de nombreux types d'abus de liberté d'expression. Mais si les outils informatiques existent et que ces assemblages homme-machine fonctionnent, il n'y a pas de raison de les étendre à terme à des choses type diffamation. Le droit d'auteur, c'est déjà largement couvert par ce type de dispositif. Donc ça, c'était les interdépendances. Et en fait, les États pourraient aussi demander automatiser ça du point de vue de leur police, mais c'est des investissements qu'ils ne sont pas prêts à faire en contexte austéritaire. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de demander à ces entreprises de faire ce travail. Et après tout, ça reprend des motifs assez courants dans cette longue histoire des médias. Je pense aux imprimeurs libraires sous Richelieu, par exemple, qui eux aussi avaient appliqué les règlements en matière de censure et de surveillance pour le compte du pouvoir royal. Mais voilà, donc là, on est vraiment sur le sujet de la censure. Et je parlais très rapidement de la surveillance d'Internet, où là aussi des évolutions telles que le Cloud Act ou le paquet e-Evidence s'accompagnent d'un recul de l'autorité judiciaire dans l'évaluation des demandes d'accès aux données utilisateurs. Et ça place les services juridiques de ces entreprises en situation vraiment d'être seul à pouvoir autoriser ou bloquer ou faire des recours contre ces demandes. Donc une forme là encore de privatisation de la justice et qui arrange bien les appareils sécuritaires. Donc ces interdépendances sont très nombreuses s'agissant d'Internet et des communications numériques. Mais on pourrait parler aussi du point de vue du projet de Startup Nation et de la recherche, par exemple, française, recherche publique en intelligence artificielle, qui repose très largement sur les infrastructures et les outils, les modèles développés par ces entreprises. On peut parler des ateliers Google qui ont essaimé sur le territoire français depuis quelques années, ou alors même qu'on supprime des contrats aidés et le soutien à des associations qui faisaient de la médiation numérique, c'est Google qui se voit dérouler le tapis rouge par des mairies pour faire de la formation numérique gratuite dans les centres de nombreuses villes françaises. L'invitation de Google aussi à venir donner des formations numériques aux étudiants dans certaines universités. Facebook qui forme des demandeurs d'emploi au maniement d'outils numériques. Et ça, en fait, je pense que ça correspond à un schéma néolibéral assez classique de privatisation de certaines politiques publiques et de certains services publics ou de certains biens communs, et qui est dans l'air du temps. Et là encore, il y avait moyen de faire autrement. Mais quelqu'un voulait poser une question ? Bonjour, je m'appelle Christian Bic, j'ai deux défauts, je suis magistrat et je préside un comité à l'UNESCO, organisation qui a programmé 4 ans sur l'intelligence artificielle.
et qui a prévu d'adopter une recommandation universelle sur le principe éthique dans le numérique. Ma question est par rapport à votre idée générale, votre fil conducteur. On a l'impression qu'à travers l'histoire, il y a une construction de l'État et puis un développement des médias, et que les deux se trouvent dans un rapport permanent de volonté de contrôle social de la part de l'État, et plus particulièrement de répression aujourd'hui à l'égard des groupes que vous avez cités depuis les années 70. Est-ce que l'on peut... moi, je trouve que c'est un petit peu réducteur de tout mettre dans ce type de schéma, d'une part parce que, comme vous l'avez cité vous-même, il y a des acteurs qui dépassent les États et qui trouvent aussi les États dans leur rôle de puissance souveraine ou organisatrice, et puis parce qu'aussi, espace public, espace privé, moi je ne vois plus très bien la différence, parce que les premiers pourvoyeurs, Alain Bauer, je me souviens, était de tribune avec lui, qui le rappelait justement, les premiers pourvoyeurs d'informations, que ce soit pour les agences de sécurité ou pour des données, l'utilisation des données plus commerciales, c'est chacun de ceux qui utilisent les réseaux sociaux et qui fournissent des informations d'ordre privé. Donc ça veut bien dire que dans l'esprit des utilisateurs, depuis la révolution du PC et des BlackBerry, etc., il y a une privatisation de cet espace-là qui n'est plus seulement sous le regard permanent de l'État, mais qui est plutôt... On va faire circuler un micro puisque c'est enregistré, mais tant pis. Votre question est donc sur le rôle des utilisateurs eux-mêmes, en fait. Ma question est générale. Il y a un petit peu une critique de vos axes d'approche que je trouve trop réducteur dans la période actuelle, parce que le dernier stade dont on parle de l'Internet casse la division entre espace public et espace privé en raison du rôle d'une multiplicité d'acteurs, notamment individuels, mais pas uniquement, et parce qu'il introduit aussi, pas seulement dans un rapport économique, mais dans un rapport culturel et de pouvoir étatique. Quand certains créent une monnaie, on en est, comme ou veulent s'occuper de la santé, on est précisément dans un stade d'activité, sinon régalienne, tout au moins exercée par l'État. Et je pense que ça trouble quand même beaucoup plus les choses, et que les institutions étatiques voire internationales, ont une réactivité qui n'est pas facile et qui n'est pas efficiente. Déficiente même. Mais c'est vrai, mais moi, c'est un peu effectivement contre ce type de cadrage que je tente de mettre en avant l'aspect, la collaboration en fait très forte et les interdépendances très fortes entre ces grands acteurs et les États. Vous avez raison. Clairement, moi, le fil conducteur et l'angle d'analyse, il concerne les pratiques étatiques de contrôle des moyens de communication à travers l'histoire. Mais là encore, enfin, il me semble pas que si l'enjeu était vraiment pour les États de tenir tête à ces acteurs privés qui leur font concurrence, il me semble qu'ils disposent d'outils politiques, d'outils réglementaires qui permettraient de le faire. Et il me semble qu'il y a plutôt des stratégies opportunistes qui visent à s'appuyer sur les infrastructures que ces acteurs privés ont mis au point pour remettre en selle certains de leurs vieilles techniques de pouvoir en matière de contrôle des moyens de communication. Je ne conteste pas qu'il existe de tels arrangements ou de tels jeux de dupes réciproques, comme dans toutes les batailles d'intérêt. Ce que je conteste dans votre approche, c'est que vous ne voyez que cela. Vous ne voyez pas la complexification des choses, parce que c'est aussi quelque chose qui est en train de faire disparaître les États, y compris sur le plan international. On va peut-être Donc, laisser oui. continuer la discussion. Et par ailleurs, il y a un autre aspect de votre question que je relève parce que pour reconnaître que c'est effectivement assez absent de mon analyse. C'est sans doute une critique culturelle qu'il faudrait faire vis-à-vis de nous tous et toutes internautes pour
pour pointer justement l'espèce de laisser-aller face à ces grands dispositifs de pouvoir et une forme de complicité ou en tout cas de renoncement à transformer nos pratiques et à vraiment refuser de participer à ces dispositifs de pouvoir. Et pourtant, leur attrait est tellement fort. Mais en fait, ça renvoie, je pense, à une critique culturelle qu'il faudrait faire quant à la technophilie et à l'attirance. Enfin, je pense qu'on pourrait parler d'idéologie et en tout cas de très civilisationnel dans notre rapport à la technique. Il y a un livre réédité tout récemment, une deuxième édition, qui permet vraiment de faire le point sur cet aspect. C'est La liberté dans le coma, et c'est sur l'identification électronique du groupe Marcuse, qui est un livre qui est sorti quelques semaines avant les révélations Snowden et qui a été réédité au mois de mars avec une nouvelle préface et qui est vraiment, vraiment très riche pour faire le point un peu sur cette critique culturelle et la manière dont on renonce toutes et tous à nos libertés en participant à l'informatisation du monde. Voilà, pour le dire très vite. Mais du coup, justement par rapport à ça, un autre point que tu évoques à la fin, côté espace public, en gros côté sphère publique dans le cadre de la restructuration aujourd'hui de l'espace en ligne autour des GAFAP, en gros de ces grosses plateformes qui ont remplacé les espaces de parole, enfin qui sont ça, espaces de partage de parole, etc. Toi, en citant deux Anglais ou Américains, je sais plus, tu dis qu'il y a une forme de domestication de l'activisme, de militantisme en fait en bougeant sur cette plateforme, c'est-à-dire que la stratégie qui consistait à aller là où les gens étaient, donc de faire des pages Facebook, des comptes Twitter, etc. Toi, tu es assez critique. Donc tu dis que ça affecte les stratégies militantes, donc j'aimerais bien te demander pourquoi. Et aussi parce que... et qu'est-ce que... Tu vois, je me suis dit quand même, en lisant, même si j'étais assez convaincue au départ, que tu ne mentionnais pas du tout, par exemple, les mouvements féministes, les mouvements autour de la question de la race, les mouvements antiracistes, tu vois. Donc on pourrait dire qu'ils tournent autour de questions, enfin, j'allais dire d'identité, mais pas nécessairement. Mais en tout cas, ça se place un peu de ce champ-là du politique. Où là, je pense qu'on peut quand même dire qu'il y a une résurgence militante dans ces champs-là qui est liée à ces plateformes-là, en tout cas, qui s'est reconstituée pour le féminisme, c'est très clair, sur ces... Voilà. Et donc, tu vois, comment tu les fais rentrer dans ta critique du militantisme contemporain. Sur la domestication, ça, c'est pour vraiment pointer l'espèce de recul, justement, par rapport à cette situation des années 90, de collectifs autonomes, de fournisseurs d'infrastructures et d'outils numériques militants en prise avec le mouvement social, qui en fait s'essouffle dès le début des années 2000, à l'orée du web 2.0, et qui effectivement, et très rapidement, ces groupes militants vont migrer vers ces nouveaux services gratuits qui apparaissent avec des interfaces beaucoup plus jolies et bien fichues. Et en fait, ce terme de domestication, c'est pour pointer les reculs en fait en termes d'autonomie médiatique. C'est-à-dire que du coup, ces groupes militants lorsqu'ils sont sur Facebook, Twitter et ce type de réseaux sociaux, sont contraints par les interfaces et les infrastructures qui les hébergent, doivent se soumettre aux formes de hiérarchisation algorithmique et qui encouragent pas nécessairement un débat de fond, et c'est plutôt même l'inverse, s'exposent aussi à la surveillance d'État. On n'a pas les chiffres malheureusement, mais il faudrait s'intéresser à la manière dont les vidéos autour des Gilets jaunes qui ont circulé sur Facebook, et même au-delà des vidéos, des conversations, ont permis de faciliter très grandement la surveillance par les autorités de ce mouvement politique, très divers et effusif, mais voilà, c'est pour point. Et ensuite, il y a aussi des formes d'action liées aux formes de désobéissance civile activiste, avec un H lié à des répertoires d'action hacker, par exemple le fait de lancer des attaques des DOS contre des sites, des choses qui avaient été expérimentées dès les années 90 et qui deviennent impossibles, beaucoup plus difficiles à mener lorsque on est dans des stratégies d'influence liées, insérées dans ces dispositifs sociotechniques que sont les grandes plateformes de ces oligopoles du numérique. Après, en effet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen de faire des mobilisations avec ces outils, et de fait, ces mobilisations existent. Et j'en parle très rapidement à la fin, en conclusion, plus comme un clin d'œil en effet, et j'ai pas fait de développement là-dessus, parce que
parce que bon, déjà il y a des travaux assez conséquents sur les appropriations militantes du numérique et mon l'enjeu pour moi n'était pas vraiment de revenir sur ces aspects, mais je me pose quand même la question, enfin même si c'est une discussion qu'on peut avoir, mais Internet est un outil de mobilisation et de communication extrêmement puissant. Il permet des formes d'organisation qui semblent nouvelles par rapport aux médias qui l'ont précédé. Et moi, je me pose la question, même si ces mouvements ont contribué à transformer un petit peu les rapports de force, par exemple autour de la question féministe, autour des questions de race et de racisme aux États-Unis et en Europe, est-ce que les progrès réalisés par ces mouvements sociaux n'auraient pas été possibles avec d'autres outils médiatiques? Je me pose sincèrement la question. Et de fait, l'histoire politique n'a pas attendu Internet et les mouvements sociaux n'ont pas attendu Internet pour trouver des configurations dans lesquelles ils arrivaient à être efficaces, en fait. Donc, voilà, mesurer les apports démocratiques d'Internet à l'aune de ces mouvements, je pense que l'exercice doit être fait, mais j'y apporterai ces réserves, en fait, et ces questionnements encore assez historiques. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on ait besoin d'Internet comme technologie pour faire advenir l'émancipation et avancer vers l'idéal démocratique, quoi. Alors, du coup, là-dessus, une dernière question avant de passer vraiment... Alors, moi, je m'étais, en gros. Justement, c'est passé sur la fin, et c'est le sens de ton titre, quoi, l'utopie déchue. Ce que tu racontes, c'est que t'es revenu un peu de cette croyance telle que tu la présentes, de cet espace d'extension des libertés de parole, des libertés publiques, et de son potentiel vraiment révolutionnaire, ou en tout cas émancipateur. Et donc, maintenant, t'es sur... ça s'arrête en disant il faut arrêter la machine. C'est-à-dire que plutôt, comme on se le disait au téléphone, plutôt que d'aménager, en fait, maintenant, tu penses qu'il faut entrer dans un moment plutôt de refus. Et donc, j'aimerais bien... Est-ce que tu peux raconter, en fait, aussi pourquoi... Enfin, tu l'as un peu évoqué à divers moments, mais... Ce basculement. Ce basculement, ouais. Et ensuite ouvrir sur quelle forme ça peut prendre ce refus. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces enjeux il y a près de 10 ans, j'étais à la fin de mes études en sciences politiques. Je venais de lire Laurence Lessig sur la culture libre, Yochai Benkler et ces juristes américains très influents dans le débat à l'époque. J'avais lu quelques temps auparavant aussi des sociologues comme Henry Jenkins qui travaillaient sur les médias, les cultures fans, enfin vraiment très influencés par les cultural studies. Et moi, j'étais avant tout intéressé par la culture, la musique, le cinéma. Enfin, j'envisageais de travailler là-dedans, et je me disais qu'Internet pouvait vraiment permettre de démocratiser l'écosystème culturel, la vie culturelle. Et c'est là où les propos de Lessig notamment, de Benkler, les écrits de Philippe Aigrin et des cofondateurs de la Quadrature du Net m'inspiraient énormément. Et en même temps, il y avait l'urgence déjà d'un combat défensif, c'est-à-dire il y avait un potentiel permis par cette technologie informatique et ce réseau Internet décentralisé. Et il fallait défendre ce potentiel face aux attaques des États et aux évolutions de l'économie politique de cet outil de communication. Et ces batailles, on les a perdues. Et on les a perdues alors même, et on les perd en fait, comme on en parlait rapidement tout à l'heure, depuis les années 80-90. Moi, j'avais pas ce recul historique à l'époque, mais en fait, on se rend compte que des séquences similaires et des formes de désillusion avaient frappé les militants activistes du numérique dès les années 90, en fait. Et il me semble que, du coup, au vu de cette histoire, si on regarde un peu les choses froidement, on a échoué. Je crois que globalement, la défense du projet émancipateur associé à Internet se solde par un échec. C'est ce que j'essaie de montrer. Réactivation de formes de surveillance, de censure extrêmement sophistiquées, de plus en plus invisibles, et donc extrêmement difficiles à contester. Et on a échoué, alors même que la configuration à la fois technologique et historique et politique était extrêmement favorable. Technologique parce que ça coïncidait avec l'informatique personnelle, les logiciels libres, on avait des outils facilement compréhensibles, même le hardware. Je veux dire, faut écouter Benjamin Bayard ou Laurent Chemla expliquer comment ils lisaient les notices des cartes mères de leurs ordinateurs à l'époque. Enfin, c'était des choses qu'on pouvait encore apprendre en autodidacte. C'est beaucoup plus compliqué avec l'informatique d'aujourd'hui.
Et on assiste à l'heure actuelle à une forme de recentralisation. On l'a dit, la révolution Internet, c'est lié à l'apparition de ces petites machines qui pouvaient équiper les individus plutôt que ces grosses armoires électroniques qui équipaient les grandes bureaucraties. Or, on est dans une configuration, dans un moment historique dans l'histoire de l'informatique qui aboutit à une recentralisation très forte des infrastructures. Le big data, l'intelligence artificielle et toutes les techniques qu'on met derrière, ça suppose des infrastructures de calcul, de stockage énormes qui sont extrêmement difficiles d'un point de vue technologique à distribuer. Donc une forme de recentralisation très forte des soubassements technologiques d'Internet et du numérique de manière générale, et un contexte historique qui est celui... Bon, il remonte aux années 70 et c'est déjà l'objet des analyses de Foucault autour du néolibéralisme et du régime de pouvoir sécuritaire. C'est à l'époque qu'apparaissent les doctrines modernes antiterroristes et qu'elles sont réactivées. Elles s'abattent très vite d'ailleurs contre la forme de criminalité transnationale que constitue la mouvance hacker dans les années 80. Et en fait, toutes ces élaborations doctrinales et de pratiques policières, elles vont pouvoir s'ancrer et se généraliser au sein du champ de la sécurité à partir de 2001 et du régime antiterroriste qui, du coup, se déploie vraiment avec toute sa puissance à partir de ce moment-là. Tout ça pour dire que le contexte historique est celui d'un recul des libertés extrêmement fort. On le mesure à quasiment chaque mois lorsqu'on voit des projets de loi défiler dans les différents parlements, au-delà même des enjeux proprement liés au numérique. Et il me semble que, du coup, dans ce contexte-là, croire que les armes qu'emploient nos mouvements, encore une fois, que ce soit des chercheurs, des journalistes ou des militants, cette idée que par le droit, on va réussir à juguler les effets néfastes de l'informatique et à promouvoir ceux qui nous paraissent bénéfiques, ou l'approche type privacy by design, ou celle poursuivie par les cryptographes à partir des années 80 et sur lesquels je reviens aussi un peu, cette idée que la technologie va pouvoir subvertir le pouvoir. Là encore, je pense que ça a échoué. Et ces deux piliers en fait, des répertoires d'action traditionnels de nos mouvements me semblent avoir fait la preuve de leurs limites intrinsèques dans ce contexte historique en tout cas, et que sans les abandonner, parce que je pense que ce serait très dangereux, qu'il y a c'est aussi le terrain juridique notamment, c'est des formes de lutte symbolique que c'est un terrain fondamental à occuper, que c'est important de faire des recours contre les lois de surveillance et les lois de censure, même si on les perd, parce qu'à chaque fois, ça peut être l'occasion de réaffirmer politiquement l'opposition à ces systèmes et de faire travailler les droits de l'homme comme ressource symbolique pour résister à ces nouvelles formes de pouvoir. Mais il me semble qu'il faut articuler ces répertoires d'action traditionnels avec l'affirmation d'un refus plus clair, plus affirmé vis-à-vis des trajectoires technologiques dominantes et notamment, je sais pas, j'étais hier à une rencontre de la gendarmerie, du ministère de l'Intérieur plus exactement, sur la reconnaissance faciale et c'est le discours qu'on a tenu avec un collègue sur le fait qu'on affirme notre refus de ces technologies, qu'on ne croit pas qu'on arrivera à aménager le droit ou la technologie pour les rendre pour limiter leurs effets néfastes. Je crois que c'est des batailles qu'on perd et que du coup il va falloir réinvestir une forme de critique de la technologie plus radicale et élaborer des répertoires d'action qui permettent de concrétiser, de matérialiser ce refus. Et je crois que c'est une occasion extrêmement forte de nouer des nouvelles alliances en fait, entre des fronts, des revendications et des fronts de lutte, parfois séparés. Et par exemple, la semaine dernière, on était à Nice avec les collègues de la Quadrature du Net pour lancer un projet de recherche-action qu'on a baptisé Technopolis, pour résister au déferlement de technologies policières dans les villes sous couvert de programmes de Smart City, police prédictive, vidéosurveillance automatisée, ce genre de choses. Et c'était un moment extrêmement réconfortant que de pouvoir s'y retrouver avec des syndicalistes, avec des parents d'élèves, et de sentir en fait que nos analyses, censées être un peu plus informées que la moyenne sur la technologie et les dangers du numérique, en fait, elles sont parfaitement perçues par des gens face à des bureaucraties qui s'informatisent et qui comprennent très bien les effets de pouvoir dont ces transformations sont porteuses.
Et donc je crois que par rapport, par exemple, au débat sur la surveillance qu'on a eu après Snowden, qui était assez confiné, mine de rien, aux défenseurs de la vie privée et des libertés dans l'environnement numérique, il y a moyen, face à Parcoursup et à l'algorithmisation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, face à la traque des fraudeurs aux prestations sociales, appuyées sur l'intelligence artificielle et la surveillance des réseaux sociaux, puisque des choses de cet ordre ont été annoncées. Enfin, c'est autant de fronts de l'informatisation sur lesquels des résistances peuvent être organisées et qui peuvent être aussi mises en commun et en réseau et se nourrir les unes des autres. Et je crois qu'il y a du coup aussi, dans ce changement de posture, peut-être la possibilité de nouer des alliances qui permettent vraiment de renouer avec une forme d'efficacité et en tout cas de briser des frontières. On parle beaucoup de convergence des luttes et c'est des choses qui peuvent être mises en pratique dans des luttes un peu locales, concrètes, qui peuvent aussi être reliées les unes aux autres, et je crois que c'est ce travail qu'il faut faire désormais. Du coup, on va ouvrir les échanges plus largement, et merci de garder le micro pour qu'on puisse avoir une trace de vos paroles. Je vais juste intervenir brièvement parce que comme le CIS de me proposer d'intervenir vendredi, donc je voudrais pas déflorer le contenu de ce que je dirais à ce moment-là, mais j'ai une question qui est un peu sur l'ensemble de ta trajectoire, parce que très fréquemment je suis d'accord avec chacun des détails et pourtant j'ai une sorte d'interrogation par rapport à ce qui me paraît être un basculement où la déception te pousserait dans un sens qui, contrairement à ce que tu dis, n'est pas forcément source des perspectives positives, disons, de nouvelles alliances, de nouvelles capacités à gagner. Et pour moi, c'est étroitement lié à une chose qui est la façon dont se mêle, et c'est très compréhensible, l'usage du mot informatique et du mot Internet dans ton discours ou dans tes écrits, parce que et évidemment ça c'est une question qui ne peut être qu'une question de vieux con au sens où il faut avoir vécu le temps où il y avait de l'informatique et pas d'internet pour la poser, ou plus exactement pas de web en fait, hein, parce que en fait l'informatique personnelle et Internet comme protocole sont concomitants, hein, mais pendant toutes les années 80, l'informatique personnelle se diffuse alors que les communications pratiques des gens sont à 56 kilobits et que par conséquent les modes d'échange qui se développent entre les gens sont d'une nature très différente, extrêmement concentrée, d'informations extrêmement concentrées. Du coup, si on ne peut pas faire aujourd'hui la différence entre, par exemple, tu parles très justement, quand tu veux décrire les éléments à rejeter aujourd'hui, à la fois de l'algorithmisation et disons de ce qui relève essentiellement des nouveaux intermédiateurs, hein, qui se trouvent, certains d'entre eux sont aussi des grands concepteurs de l'algorithmisation, hein. Donc évidemment c'est très difficile de faire la distinction, mais par contre au niveau des conséquences pratiques, cette distinction peut avoir des conséquences extrêmement différentes, parce que même tout dépend de ce qu'on appelle l'informatique, hein, mais si on appelle l'informatique personnelle des machines plus ou moins sous contrôle de leurs usagers, ce qui reste le cas, hein, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit ça reste le cas, hein, mais
c'est plus ou moins. Hein. Ça n'a jamais été totalement. Ou si on inclut dans le champ de l'informatique tous les dispositifs informatisés, les smartphones, mais encore plus l'Internet des objets ou des choses comme ça, on aboutit à des conséquences pratiques totalement différentes. Hein. Or, ce qui est quand même, d'un point de vue purement sociologique, c'est alors que tous les Gartner du monde et tous les stratégistes ont annoncé la fin du dispositif ordinateur personnel. En fait, ils résistent avec une solidité qui ne peut résulter que de l'attachement des gens à des choses qui permettent de faire. Et la question que je te poserai là-dessus, c'est si on privilégie l'aspect Internet, c'est-à-dire on est dans le registre des médias, de la communication. Hein. Ce qui n'est pas du tout la définition que je donnais d'Internet dans Cause Commune. Hein. Mais pour moi, c'était l'application des concepts de l'informatique au réseau. Hein. Mais si on se situe au niveau média, alors on fait remonter l'histoire à l'imprimerie et aux lois. En fait, on pourrait remonter un peu plus avant, hein, comme l'a fait Antoine Lefébure, l'Inquisition, le 12e, 13e siècle, disons, où on a déjà le codex et tout ça. Mais alors que si on pense à l'informatique, aux instruments de pensée, on pense écriture. Hein, et ça, c'est naissance de l'écriture, les débats politiques qui ont entouré la naissance de l'écriture, parce qu'on pourrait penser aussi la langue, la naissance mais le problème c'est que la naissance de la langue ne peut pas être traduite en langue, hein, donc on la connaît que par des choses très indirectes. Hein. C'est pour ça que je préfère me référer à l'écriture. Et du coup, j'aimerais que tu précises le champ de ce que tu imagines vouloir, par rapport à quoi tu voudrais qu'on adopte une approche non pas technocritique, parce que critique, je vous rappelle que dans le dictionnaire, ça veut dire considérer de façon rationnelle les avantages et les inconvénients, mais une techno négative, que moi je suis... que je défends, hein, dans le champ actuel, hein, mais avec une définition qui n'est pas forcément la même que la tienne, de quelles sont les techniques ou les applications ou les services qui devraient en faire l'objet. Et ça, j'aimerais que tu me l'expliques. L'objet du refus ? Oui, d'un refus qui va au boycott, éventuellement même si on n'arrive pas à en empêcher le déploiement, la destruction. Louis Joinet est mort dimanche, et Louis Joinet, une de ses dernières interventions publiques, ça a été de défendre des jeunes gens qui avaient détruit la reconnaissance biométrique dans les cantines. Ouais. Hein, donc, ce que je soutiens. Des gens du groupe Marcuse dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs. Je suis un peu embêté pour répondre à cette question parce que j'ai pas vraiment élaboré cette réflexion en réalité. Bien sûr, il faudrait faire la part des choses entre les différentes incarnations de l'informatique et c'est clair que sans doute mon discours a tendance à subsumer des types d'infrastructures, des dispositifs très variés, aux conséquences politiques très variées sous un même terme pour en dénoncer les effets oppressif, mais comment est-ce qu'on choisit, sur quelle technologie se concentrerait-on pour pointer, pour organiser ce refus? Je crois que c'est des choses qui vont remonter du terrain en fait. C'est dans des incarnations très concrètes qu'on va se dire cette incarnation-là est dangereuse. Elle aura des conséquences directes pour des gens qui se sentiront concernés, qui seront prêts et qui sont d'ores et déjà prêts à résister, à entrer en lutte. Et cette lutte, elle passe aussi vis-à-vis de, je crois, l'enjeu c'est de rendre ces luttes collectives au maximum et de faire percoler ces situations locales et individuelles
pour en faire un combat collectif. Mais par exemple, même ne serait-ce que le débat autour de la détox numérique et ce genre de choses, le droit à la déconnexion, je crois que ça relève aussi d'une prise de conscience croissante, mais qui est sans doute liée à la trajectoire de nos usages, où on se sent aspiré par ces machines-là, hein, dont comme tu le disais, qu'on maîtrise encore assez largement, en tout cas qu'on est censé pouvoir maîtriser d'un point de vue technique, mais qui, dans les rapports politiques, économiques actuels, conduit au développement d'interfaces addictives, homogénise complètement les formes et les pratiques dans le monde du travail, puisqu'on est tous à taper sur des claviers derrière des écrans malgré l'infinie diversité de nos compétences, de nos talents et de nos champs d'intérêt. Et donc, Tu sais que dans ce monde-là, en fait, ils ont très souvent pas d'ordinateur, hein, ils ont que des terminaux. Dans le monde du travail, tu veux dire? Oui, dans le monde du travail, très très fréquemment, ils ont simplement un clavier et un écran, mais l'ordinateur, il est pas là. Mais c'est un peu notre cas lorsqu'on travaille sur le cloud et des applications hébergées, je sais pas, ne serait-ce que CNRS pour remplir son agenda et le temps alloué à chaque projet. On pourra en parler, mais c'est des choses. Enfin, en fait, je pense que l'ordinateur a accentué et démocratisé la forme bureaucratique aussi. Il faut bien se dire ça. C'est-à-dire que ne serait-ce que dans la gestion du temps, moi, c'est des choses que j'ai. Dans le micro, s'il te plaît, Hervé, pour. C'était ça l'objectif numéro 1 quand il a été introduit dans l'entreprise. C'est ce que montre très bien Giorgio Griziotti dans Neurocapitalisme. Dans toute sa première partie, il montre que ce qu'il s'agissait de transformer, c'était le modèle d'organisation interne à l'entreprise. Et que une fois ce modèle transformé, ce que ça a servi, c'est à transformer le modèle d'organisation externe de la société. C'est-à-dire qu'il appelle ça passer d'un monde des appartenances, où on appartient et donc on est quelque part rigidifié par le même ordinateur central, que ce soit physiquement un ordinateur, que ce soit un État, que ce soit un syndicat, une structure politique, l'appartenance à une entreprise. J'ai toujours été choqué que quand une entreprise ferme, les ouvriers se revendiquent du nom de la marque de leur entreprise. Voilà. Et on passe de cette société des appartenances à une société des traversées. Et dans cette société des traversées, elle est à la fois favorisée par l'extension de l'Internet sur l'ensemble des activités de la société, mais en même temps, elle favorise la traversée des gens concrets et réels. L'outil principal d'un migrant aujourd'hui, c'est son téléphone mobile. C'est avec ça qu'il sait où passer, où c'est qu'il y a des ennuis, qu'il a des contacts avec son village, sa famille, ceux qui sont restés au pays. C'est comme ça qu'il constitue des groupes. Enfin, sa vie elle-même est branchée sur cet outil qu'est le téléphone mobile. Et je pense que ce basculement d'une société des appartenances à une société des traversées, on n'y reviendra pas. C'est-à-dire, on ne reviendra pas à une société des appartenances. Et c'est un peu ce qui je trouve un peu trop négatif ta fin. C'est-à-dire, quelque part, nous sommes dans cette société-là. Ces outils numériques, nous les avons, que ce soit. Je comprends ton message qui est de dire, on a essayé de compenser ces outils dont on voyait dès le début, la critique, particulièrement en France, était forte, par des outils qu'on aurait gérés nous-mêmes. Bon, le RAS, donc, juste une chose, il y avait Isabelle 500. Essayez toujours de trouver les femmes, et il y en avait toujours. Hein. Je parlais de Myriam Marzouki, quand même. Oui, ça parlait de Myriam, c'est vrai. Mais Isabelle, elle était aux manettes avec Laurent et Stéphane. Donc, ce qui est important, c'est de bien voir que cette capacité à dire on va faire une informatique indépendante, ce qui reste par exemple le projet de Framasoft aujourd'hui, moi je le vis beaucoup plus comme une nécessité pédagogique pour qu'on prenne conscience du pouvoir des autres, mais que, in fine, ça ne suffira pas. C'est un peu comme, du point de vue du changement climatique, il y a des tas de choses qui sont des nécessités pédagogiques, qui sont à l'échelle des individus. Enfin, tant qu'on ne s'attaquera pas aux entreprises énergétiques globales, ça ne sert à rien. Voilà, donc c'est juste pédagogique pour que nous prenions conscience et qu'on transforme ça en force politique. Et bien sur Internet, c'est un peu pareil. L'idée de faire des choses alternatives, c'est en fait prendre conscience de la surveillance globale, de l'organisation globale, et se donner les moyens ensuite de faire de la politique.
C'est-à-dire de lutter à l'échelle proprement politique, ce que n'ont pas fait, je termine là-dessus, ce que nous n'avons pas su faire à aucun moment. C'est-à-dire, dans toute la période des années 80 aux années 2015 à peu près, parce que maintenant ça bascule un peu, tous les mouvements sociaux n'ont rien compris à ce qu'on racontait. Et nous, on était incapables de parler avec eux. C'était aucun. On disait les politiques sont des crétins parce qu'ils savent pas programmer leur ordinateur. C'est pas ça le problème, c'est qu'on n'a pas été capable de produire un discours politique qui soit à la hauteur de la transformation massive de la société qui se vivait dans l'entreprise, puis dans ce monde des traversées, c'est-à-dire dans nos pratiques culturelles au quotidien, au sens de la culture anthropologique, ce qu'on vit. Non, sans vouloir abuser de ma position à la tribune qui permet de répondre directement. Non, mais moi, je me disais en écoutant, parce que à titre personnel, je suis assez convaincue par l'idée du refus. Et dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est un peu différent de dire les usages mobiles du téléphone, par exemple, ou l'interpénétration de certaines applications dans nos vies, tu vois, permettre des choses sur lesquelles on ne reviendra pas en prenant l'exemple du migrant, que de dire les technologies de reconnaissance faciale ou de gestion des populations. Tu vois, je prends un exemple trivial, mais qui m'a vachement frappée cette semaine. J'étais à la gare Saint-Lazare, où il y a des portillons partout. Enfin, les gares, tu vois, je pense que c'est quelque chose qui affecte beaucoup, beaucoup de gens sur les retards, mais aussi parce que très, très profondément, c'est une violence très grande, ce passage en flux, cette exhibition de ton wagon, etc. Et je sortais, et pour une raison mystérieuse, mon billet marchait pas, donc je pouvais pas sortir. Bref, j'ai fini par passer derrière quelqu'un, etc. Évidemment, il y avait personne, il y avait pas d'être humain. Je faisais parler à un contrôleur qui était tout aussi désabusé que moi, et je le sais très bien qu'en plus lui, son travail aussi, il est déqualifié par ça, il est affecté par ça. Bah, tu vois, moi c'est typiquement un exemple d'une technologie, parce que ce qu'elle signifie de gestion et de déshumanisation aussi contre laquelle je pense que ce serait tout à fait légitime de refuser, voire de casser. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que je pense que du coup, casser, c'est un geste politique. Oui, mais le refus, il peut s'exprimer, il peut se décliner de plein de façons. Fais attention parce qu'aujourd'hui, le terme de refus est quand même utilisé comme je vais essayer de vivre en dehors de ce monde de l'informatique. Moi, dans les conférences, souvent quand je l'entends, c'est ça. Oui, après, il peut désigner plein de types de pratiques autres que celle d'une fuite. En fait, ce que tu désignes, moi, ça me fait plutôt penser à la fuite. J'aurais envie de revenir sur le monde des flux, et je pense qu'un aspect de la critique, parce que tu parles du coup des mobilités, des transports de passagers et de personnes, et là encore on pourrait en revenir aux analyses de Foucault et d'autres sur le monde des flux et comment l'informatisation a permis aussi la circulation de flux d'informations qui étaient des flux économiques, et comment en fait l'utopie cybernétique d'une sphère publique avec une information libérée qui circule beaucoup mieux, quelque part encourager un petit peu ces formes de mise en exergue des flux, de la transnationalisation, et je pense que ça a été peut-être un des écueils des discours de l'époque. Et je sais plus comment répondre à ta question du coup, Hervé, sur les traversées. Enfin, si, ça y est. Ça veut dire que le lieu central, c'est plus l'usine, mais la ville, par exemple. Oui, en fait, justement, je pense que les lieux centraux sont très justement, ces lieux où les flux s'organisent, sont dirigés, organisés, favorisés, suscités. Et ces lieux, c'est les lieux frontières, c'est les hubs de transport, c'est les villes dans lesquelles. Mais c'est dans ces lieux-là qu'on déploie les technologies de contrôle social les plus avancées, les plus sophistiquées. Et c'est pas un hasard. Et du coup, tu disais, on reviendra pas en arrière. On revient jamais en arrière de toute façon. Il y a des choses qui se défont dans l'histoire, et il y a des choses que l'on peut défaire. Le progrès ne s'arrête pas toujours, mais parfois on peut arrêter certains types de progrès, certains types certains processus. Et je pense que en fait, la question qui se pose à nous par rapport à l'objet numérique, c'est d'un point de vue stratégique, c'est peut-être aussi celle qui s'est posée aux syndicalistes.
face à l'automobile, en fait, c'est la nécessité de vivre dans un monde et dans un système que l'on refuse dans son incarnation présente. Et en fait, il faut vivre avec ce monde-là. Et il y a une contradiction fondamentale là-dedans. Et je ne l'ai pas résolue. Et je continue à utiliser Twitter et les réseaux sociaux, à envoyer des mails, alors même que j'ai conscience de la manière dont ça peut m'exposer à des mécanismes de pouvoir. Mais je vis dans cette contradiction. Je suis désolé, je réinterviens sur un petit truc, parce que justement, c'est ça. Avec le micro, si tu peux. Le besoin extrême de subtilité dans les distinctions. Par exemple, les migrants, qui sont le principal champ d'activisme aujourd'hui, tant qu'ils ne sont pas arrivés à trouver un petit moment de stabilisation et quelques dizaines ou centaines d'euros, ils n'ont que des burners, des téléphones avec des cartes que l'on rajoute du fric et ça coûte des fortunes et tout. Et à ce moment-là, ils ne sont pas du tout esclaves de leurs outils. Au contraire, ils les manipulent avec une extrême agilité et ils sont extrêmement bien informés surtout, sans aucun site qui leur dit quoi. Ils parlent des pures communications interpersonnelles. Ils arrivent et hop, clac, c'est le smartphone. Et c'est foutu. C'est-à-dire qu'ils deviennent des infirmes de l'informatique. Avant, ils étaient des agiles de la téléphonie, et ils deviennent, quand tu fais du soutien scolaire sur des jeunes migrants, tu te rends compte, c'est terrible, parce que maintenant toute l'éducation passe par regarder des vidéos, surtout l'éducation professionnelle. Tu te trouves à passer à essayer de leur faire comprendre ce qui se passe dans cette machine compliquée où il y a plein de trucs qui arrivent dans tous les sens et qui les asservissent, mais de façon grave, quoi. Et du coup, si tu veux, vous savez qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui ont dit qu'il y a des combinaisons technologiques qui sont saines et d'autres qui sont mauvaises. Et par exemple, moi, je continue à penser que la combinaison du téléphone de bête et de l'ordinateur personnel est relativement vertueuse, alors que celle du smartphone et d'une multiplicité d'autres est complètement vicieuse. Voilà. Et donc, si tu veux, c'est ce genre de distinction, bon, peut-être je me bourre complètement, mais c'est ce genre de distinction que je crois qu'il faut soumettre au débat. Tu as raison de dire, si les gens, le smartphone, c'est leur objet érotique, on va avoir beaucoup de mal. Mais c'est pas pour autant que c'est voué à l'échec. Il y avait une question. Oui, moi je trouvais assez réjouissant de voir évoquer l'ouvrage du groupe Marcuse, La liberté dans le coma, puisque en fait c'est un ouvrage qui est issu de travaux qui ont été entamés il y a 10 ans ici, dans ces locaux. D'accord. Avec un séminaire qui s'intitulait Critique de la gestion et qui a nourri les auteurs pour écrire cet ouvrage. Et c'est un séminaire qui rassemblait des gens qui étaient des informaticiens et des gens qui n'étaient pas du tout informaticiens, donc qui n'avaient pas du tout, aucune familiarité avec cette technique-là, mais des informaticiens qui, par ailleurs, avaient fait un peu le vœu, en participant à ce groupe-là, un vœu d'humilité en quelque sorte, c'est-à-dire de ne pas considérer que les connaissances techniques dont ils disposaient les qualifiaient pour donner non seulement des arguments pour ou contre l'informatique, mais même une explication de ce que c'était que l'informatique. Et que je pense que si 10 ans après, ces travaux-là ont pu produire cet ouvrage-là, ce texte-là, et qu'il contribue enfin, qu'il revient un petit peu dans le circuit pour contribuer à ce qu'on débat là, je pense que ça serait bien de revenir sur cette position adoptée il y a 10 ans, cette forme d'humilité qui consiste à dire « je vais parler de l'informatique, je suis informaticien, mais en fait je ne sais pas ce que c'est ». Et
il y a des gens qui pourront me dire, mieux que moi, informaticien, ce que c'est en fait. Je pense que ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la nécessité de casser les frontières entre l'activisme numérique et d'autres fronts militants, parce que c'est un champ militant qui s'est assez largement articulé autour des militants du logiciel libre, de hackers politisés qui revendiquaient cette étiquette et donc cette maîtrise technique. Moi, j'étais un des premiers, on était plusieurs à l'époque, mais vers 2008, à contribuer à la Quadrature sans avoir un profil d'informaticien. C'est ton téléphone. Et c'était très riche. Moi, j'avais beaucoup appris au contact de ces informaticiens, etc. Mais en tout cas, je crois que ce que tu pointes là, ça renvoie à une spécificité de ce champ militant qui s'est organisé justement en grande partie autour d'une forme d'expertise d'informaticiens. Et sans doute, ça a contribué aussi à cette disjonction dont je parlais entre le mouvement social de manière générale et ce sous-champ de l'activisme et du militantisme qu'est l'activisme numérique. Et qu'on est à un moment, c'est assez vrai lorsqu'on regarde la Quadrature, où il y a la part des informaticiens qui participent à qui débattent quotidiennement en son sein, est sans doute moins forte qu'elle n'a jamais été. Et en plus, les discussions se nourrissent de beaucoup d'autres fronts militants et d'expériences militantes. Et je pense j'observe de manière générale que ce champ militant de l'activisme numérique, ces figures de proue, ces héros, sont pour l'essentiel en posture assez compliquée, soit en proie à la répression, soit marginalisés pour différentes raisons, et que globalement il y a une crise de ce milieu. C'est-à-dire que cette succession de défaites et d'échecs partiels aboutit, alors peut-être que ma désillusion et ma déception en est un des symptômes, et évidemment c'est le cas, mais je crois que c'est plus large en réalité. Et que c'est aussi pour ça que c'est nécessaire de repenser ces frontières, et peut-être que du coup le mouvement auquel on assiste permet d'ouvrir, de casser ces frontières en fait, et de ne plus mobiliser ou justifier une expertise militante à partir d'une expertise qui soit technique et liée à la maîtrise d'un outil, même si je pense que c'est intéressant malgré tout de s'en nourrir. Il y a une autre question. Qui sera probablement la dernière ou l'avant-dernière. Oui. Je peux céder le micro à quelqu'un d'autre si la dernière question. L'avant-dernière. Non, d'accord, avant-dernière. Alors, merci beaucoup Félix pour toutes tes histoires, tes témoignages. Tu t'es servi et que tu racontes si bien. J'avais une question sur en fait le sous-titre de ton ouvrage, parce que et la contre-histoire. Qu'est-ce que ça veut dire de faire une contre-histoire? Parce que je me rappelle que ce même titre, en fait, c'était le titre à l'époque, avait été employé il y a quelques années par Sylvain Berger et Jean-Marc Manac avec leur documentaire. Et je me rappelle d'avoir discuté avec Valérie Schaffer, tu connais bien, sur qu'est-ce que ce mot voulait dire, et que ça l'agaçait un petit peu en tant qu'historienne, parce que du coup, ça supposait qu'il y avait une histoire de l'Internet avec un grand H, et que les autres ne pouvaient que faire des contre-histoires, et que pour elle, c'était une vision un peu présentiste de comprendre l'histoire de l'Internet, comme quoi il y a une façon de d'écrire l'histoire qui était écrite par les gagnants, et que voilà, on ne pourrait que faire des histoires alternatives, et que la contre-histoire voulait dire ça. Donc je voulais savoir pour toi, voilà, qu'est-ce que la contre-histoire voulait dire dans ce sous-titre, comment tu te positionnes dans ce débat-là. Ça part clairement de cette idée de vouloir aller un peu à l'encontre des récits dominants. Donc c'est une démarche, c'est une démarche effectivement qui peut s'appliquer qui relève aussi des travaux de Valérie, par exemple, lorsqu'elle met en exergue le rôle des femmes dans l'histoire de l'informatique, et donc va à l'encontre d'une historiographie dominante sur laquelle on est encore contraint trop souvent de se reposer. C'est mon cas malheureusement dans ce livre, pour faire l'histoire d'Internet et de l'informatique. Donc il y a sans doute plein de contre-histoires à écrire ou d'histoires alternatives, mais en fait j'ai gardé ce terme un peu suite à des discussions avec Dominique ici présent, qui mettait vraiment en exergue le projet de Foucault, l'analyse que fait Foucault plutôt des historiens des Lumières et de la manière dont ils analysent l'histoire pour faire rejaillir les rapports de force qui la traversent.
Et par exemple, pour eux, il explique ça dans Il faut défendre la société. Le but, c'était de montrer comment le pouvoir royal, qui se posait comme immanent dans l'histoire officielle, était en fait le fruit de conquêtes, de violences, et que du coup, la recherche de justice pouvait justifier le fait de contester le pouvoir et de prendre les armes contre lui. Et il me semble que dans l'histoire d'Internet et dans l'histoire des médias et celle d'Habermas, par exemple, s'agissant de l'espace public, il y a des formes, il y a un peu le côté histoire officielle, histoire des vainqueurs, en fait, de ceux qui ont remporté les batailles. Et du coup, c'est les grandes figures héroïques de l'informatique. Et une partie du travail, ça a été aussi de redécouvrir ces groupes contestataires qui, en fait, ont eu des vraies idées démocratiques et des vraies pratiques démocratiques largement passées sous silence dans l'histoire dominante, à différents moments de l'histoire, hein, et de mettre en exergue la richesse de leurs pensées, de leurs stratégies. Et c'est en ce sens que c'est un peu en reprenant le vocable de Foucault et en clin d'œil, en réponse un peu à ces développements sur ce point que j'ai voulu retenir ce titre. Il y avait un clin d'œil aussi au documentaire de Jean-Marc Manac et de son co-auteur, dont j'oublie le nom, qui était diffusé sur Arte en 2013 ou 2014, et qui était un peu une histoire de l'Internet underground et de la contre-culture numérique, et qui peut aussi du coup relever d'un projet de type contre-historique. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas, on aurait pu substituer le vocable contre-histoire et utiliser celui de l'histoire alternative, et en fait on aurait juste perdu le petit clin d'œil à Foucault, mais en fait je ne crois pas qu'il y ait un énorme enjeu là-dessus. Mais effectivement, dans mon jury de thèse, elle m'avait un peu reproché l'usage de ce terme. Je ne sais pas si Dominique, tu veux ajouter un mot là-dessus. Non. Ok. Avec plaisir. On va aller boire un verre. Est-ce qu'il y a de dernières questions? Merci. Juste une idée pour rebondir aussi ce qui a été dit très justement par monsieur avant, et sur comme si on pouvait voir deux phases dans l'évolution d'Internet. La première qui était vraiment un formidable moyen de diffusion des idées, d'un diffuseur vers multiples receveurs, même encore plus que la télévision ou la radio ou la presse. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir comme un point de rupture il y avait toutes les raisons de croire dans une utopie à ce moment-là, je pense. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir un moment de rupture dans ce qu'on a appelé l'Internet 2.0 ? C'est-à-dire à partir du moment où Internet est devenu un moyen d'envoyer et de recevoir, de faire à ce que les gens puissent participer à un débat. Internet est devenu un espace de débat à ce moment-là. Et donc il y avait toutes les raisons, de nombreuses raisons à ce qu'il soit de plus en plus contrôlé, surveillé et mis sous le boisseau. Et est-ce que c'est peut-être pas à ce moment-là qui a fait que l'utopie a été, effectivement, on a toutes les raisons de dire qu'elle est devenue déchue, puisque Internet a été dévoyé de son projet primaire, était maintenant pris en main complètement par ces grandes plateformes dont on a parlé. Est-ce que c'est pas le tipping point, comme on dit en anglais ? Je pense que, c'est dur de savoir si c'est l'élément déterminant, mais en tout cas, c'est une période, un moment critique, dans la mesure où c'est le moment de genèse de ces grandes infrastructures d'hébergement, financées par la publicité, donc gratuites et donc beaucoup plus accessibles pour tout un chacun. Et c'est le moment où, du coup, s'opère cette disjonction entre informaticiens, militants, politisés et le mouvement social. Donc je pense qu'effectivement c'est un moment charnière. Après, en réalité, le processus de reféodalisation avait en partie commencé avant. Il y avait déjà des formes de concentration croissante, mais c'est sûr que c'est... Puis en fait, là où c'est sans doute problématique, c'est que l'espèce de voile d'illusion provoquée par l'utopie Internet, à ce moment-là, est assez claire. C'est-à-dire qu'on voit l'alliance d'entrepreneurs et de capital risqueurs qui doivent rebondir après l'éclatement de la bulle informatique. Et donc, il faut trouver un nouveau paradigme économique pour rassurer les investisseurs et relancer un peu la machine. Et en même temps, justement, j'en parlais tout à l'heure, des gens comme Henry Jenkins, Laurence Lessig, et qui voient en fait... de nombreux observateurs à l'époque, et qui voient dans l'apparition du Web 2.0 le moment participatif d'Internet, et effectivement, du coup, un moment de démocratisation de l'accès à la communication en ligne. Et on a mis énormément de temps à vraiment voir les écueils de long terme que ça allait provoquer, me semble-t-il.
Et on pourrait l'évoquer à d'autres moments, mais ouais, je pense que c'est effectivement un moment important dans ce processus de reféodalisation. Ultime question? Non. Si. Dernière. Il y a 2 choses qui nous attendent. Non, juste une question sur le rôle des lieux physiques, en fait, pour justement la circulation ces échanges de pensée, et je pense particulièrement au hackerspace. Voilà, est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur... parce que tu as parlé beaucoup de théories, mais à un moment donné, les gens se rencontrent aussi, et voilà, donc juste un commentaire sur l'importance des lieux. C'est ce type de rencontre... J'en parle un peu en évoquant les Hack Labs des années 90 où ces moments militants où les informaticiens rencontrent au cœur du mouvement social des militants plus traditionnels. Je pense que c'est extrêmement important en fait de réinvestir l'échelle du contact physique pour s'organiser politiquement aussi, et même si la communication à distance a évidemment son intérêt et moi, même y compris dans mon expérience militante, je souffre beaucoup parfois d'être trop loin des gens avec qui je travaille et d'utiliser cette machine ou le téléphone pour communiquer avec eux. Et tout de suite, c'est sûr que c'est bien plus riche et épanouissant et de se voir et d'être en fait dans l'espace des corps plutôt que celui des bits et du numérique, quoi. Et je sais pas, ça me donne envie d'évoquer une anecdote aussi un peu personnelle, mais j'étais il y a 15 jours à Marseille à tracter, je crois pour l'une des premières fois de ma vie, à tracter devant l'entrée de ce lycée où va être expérimenté bientôt des portiques de reconnaissance faciale pour gérer les entrées et sorties de l'établissement. Et on y allait avec des amis un peu, on n'était pas très nombreux, on avait un joli tract. Et on savait pas trop quelle allait être un peu la réception dans ce lycée professionnel de Marseille où on forme des gens, essentiellement des hommes, 80% sans doute de jeunes hommes racisés, à des métiers, c'est des formations type CAP, agent de sécurité, clim et froid, c'est des choses, c'est des personnes reléguées du système scolaire, et on ne savait pas vraiment comment ils allaient aborder le discours que l'on leur offrait. En fait, c'était avant tout un travail d'information vis-à-vis de ce projet. Et ça a été un moment de rencontre et d'échange extrêmement riche, extrêmement rassurant du coup par rapport à tout un tas d'enjeux et au fatalisme qu'on peut avoir un peu parfois en se disant que tout le monde est complice et qu'on participe à construire ce monde numérique qui nous aliène. Et en fait, très vite, quand on proposait l'information, on parlait de ce projet, les jeunes faisaient le lien avec d'autres formes de contrôle et de polissage dans l'établissement, qui a d'ailleurs un look très carcéral, entouré de hautes grilles, avec une caméra de vidéosurveillance d'ores et déjà à l'entrée. Il rappelait comment... il faisait écho à d'autres expériences, type l'interdiction des shorts dans le lycée, alors qu'il frappait une grosse vague de chaleur il y a quelque temps. Bref. Et du coup, ça faisait écho, ce projet policier, disons, à une expérience très concrète vis-à-vis de cet établissement et du système scolaire de manière générale. Et bref, tout ça pour dire que je suis sorti de ces quelques heures passées avec eux, regonflé à bloc, et j'ai l'impression d'avoir été bien plus utile en faisant ça qu'en passant des dizaines et des dizaines d'heures derrière un ordinateur à éditer un wiki pour informer sur la loi renseignement, même si je pense que c'est aussi important de le faire. C'est intéressant de savoir aussi que tout le dispositif de surveillance, c'est des technologies chinoises qui ont été déployées, à Lyon, et qu'en fait, ça pose des problèmes à personne. C'est justement la campagne Technopolis qu'on a lancée la semaine dernière, qui vise justement à documenter ces projets, les imbrications d'élus locaux et d'industriels autour de ces technologies policières et de leur déploiement, parce qu'il y a un vrai enjeu en effet. Ça fait l'objet de très peu de débats publics malheureusement. On parle beaucoup de la Chine et du crédit social, merci, de Palantir aux États-Unis, de sa collaboration avec des polices locales. Et en fait, des technologies très, très similaires arrivent. Là, ils ont sorti une cartographie, il y a 2 jours, de toutes les par pays, qualité des technologies et qualité des boîtes en fait, qui avaient été entrées en France sur la question de l'intelligence artificielle et de la surveillance CFCT, de police.
Non, mais effectivement, la France est un des pays qui, après les pays du Golfe, la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni, est sans doute l'un des leaders sur le marché de ces technologies-là. Et il y a un vrai enjeu à faire prendre conscience, à documenter le déploiement de ces technologies et à organiser notre refus collectif. Il y a un site de campagne et une suite d'outils en fait qui font que ce projet est un peu pensé comme un projet de recherche-action où l'enjeu c'est d'abord de documenter, de connaître et de s'informer. Et là, il y a un gros travail pour faire des demandes d'accès aux documents administratifs, de demander à des lanceurs d'alerte de partager des documents pour documenter les projets en cours et les technologies aussi auxquelles travaillent de nombreux industriels chinois, américains, mais aussi français. C'est coordonné par la Quadrature du Net et c'est à retrouver sur technopolis.fr. Merci beaucoup. Du coup, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu. Merci Claire. Il y a un libraire qui vend des exemplaires du livre de Félix. Et sinon, il y a un groupe aussi qui est en haut. Et le plus simple, c'est que vous nous suiviez. Vous pouvez essayer de regarder un peu rapidement, mais ça va être intéressant. La plateforme ? Ouais, c'est assez expérimental. On avait pas mal d'interventions sur la capacité des gens à travailler. Et en fait, ça prend bien. Après, c'est un travail d'animation qui va être... Parce que du coup, toi, t'es plutôt salarié du coup. Alors, je suis bénévole depuis 2012 et je suis post-doctorant. Là, je suis embauché dans des programmes de recherche à Sciences Po. Okay. Sur quoi du coup ? Sur le contrôle démocratique des services de renseignement, mais du coup, j'amène un petit peu ce sujet aussi sur le contrôle en fait, de ces technologies de surveillance, en se disant que c'est en légitimant cet axe-là vis-à-vis du projet. À partir du constat que c'est plus facile en fait d'enquêter sur ces déploiements-là que l'usage de ces technologies par les services de renseignement, que toute la quête du secret qui est beaucoup plus forte. Alors que là, tu peux faire des demandes d'accès aux documents administratifs, et c'est les mêmes outils, les mêmes boîtes. Donc moi